Alors salut et bienvenue dans ce premier podcast sobrement intitulé Cinoche qui se focalisera 1 à 2 fois par mois sur un film lié à l'actualité, que ce soit une ressortie ou une sortie. On s'attaque pour ce premier épisode à un monument du cinéma d'animation et du cinéma nippon, le dernier film en date du cinéaste Hayao Miyazaki, cofondateur des studios Ghibli, qui a réalisé des films un poil connus comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke ou Le voyage de Chihiro. Son dernier film, sobrement intitulé Le garçon et le héron dans sa version française, et Comment vivrez-vous dans sa version originale narre l'histoire de Maito, un jeune garçon de 11 ans qui doit quitter Tokyo après la disparition de sa mère dans un incendie. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir à la campagne. Son père décide par ailleurs de se marier et d'attendre un bébé avec la sœur cadette de sa défunte femme. Maito va alors rencontrer un héron cendré qui parle et qui va le guider dans un monde parallèle à l'instar d'Alice au Pays des Merveilles avec son lapin blanc. Aujourd'hui, je suis accompagné par un trio imparable, Julien plus connu sous le pseudo de June Melon, Paul aussi plus connu sous un autre pseudo qui est Desgadi, et Nicolas. Merci à vous trois d'être ici. Qu'avez-vous pensé de ce film? Qui veut commencer? Bah, je vais commencer du coup. Salut Merci. Guillaume déjà. Merci. Merci pour l'invitation, ça fait vraiment Ouais, plaisir. ouais, merci beaucoup et merci Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de briser la glace, hein, ici. Donc, bah, alors c'est un film. La première chose que j'ai envie de dire sur ce film, c'est il faudra le revoir. Toujours parce que c'est assez dense, c'est même carrément florissant, je dirais, comme œuvre. Où Miyazaki nous a proposé à la fois ce qu'on attendait de lui et peut-être aussi sur le principe pourrait désarçonner certaines personnes, dans le sens où il est vrai que sur la narration, sur l'intrigue en tant que telle, on n'est pas loin on va dire, pas de l'abstraction non plus, mais l'essentiel est ailleurs, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que si quelqu'un veut chercher vraiment une œuvre purement à la Mononoke ou à la Chihiro, qui va se centrer sur l'aventure épique, bien sûr, il y a de ça, hein, dans le film, euh, le ou la spectatrice derrière risque d'être déçu, potentiellement, parce que selon moi, le film va un peu au-delà et surtout questionne son rôle de créateur à Miyazaki et sa place aujourd'hui dans le monde de l'animation et dans le monde en général, en écho avec ce qu'il a déjà créé et le monde de l'époque du film, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, qui a, on va dire, quand même fait beaucoup de mal au Japon, et le Japon qui s'est fait beaucoup de mal aussi lui-même durant cette période. On sent un petit peu ça dans le film d'ailleurs. Donc c'est une œuvre majeure, je pense, du cinéaste. De là à dire que ça sera un de ses meilleurs films, à voir. Difficile de le situer pour l'instant dans toutes les autres œuvres magnifiques qu'il a pu faire, mais c'est certainement un des films importants de cette année, en tout cas pour moi. D'accord. Alors, Nicolas ou Paul, si vous voulez. alors, comment on se déroule? Parce que moi, je suis un peu le maillon faible là aujourd'hui. Je pense que Dis pas ça. c'est mieux. Non, je plaisante. Non mais c'est mieux que Nico. Tu entames quelque chose et puis je rebondis, Après, on fait juste un rapide tour de table. bien Oui. sûr. Bah, me concernant, ça va être complexe parce que je suis encore dans le film, donc malgré le fait que j'ai vu il y a quelques ça fait faire c'était jeudi, je crois, je sais plus. Oui, c'était jeudi et bon, forcément, j'attendais le film avec impatience, parce que Miyazaki, c'est un artiste, qui m'importe beaucoup, que ce soit, heu, au niveau de ses films, mais je pense que ça va au-delà, me concernant. Parce que il y a la découverte de Miyazaki, ça, en tout cas chez moi, dans mon enfance et dans ma vie, ça a été un déclic, de quelque chose qui n'était absolument pas prévu et donc la 1re fois que j'ai vu, un film de Miyazaki, c'était Château dans le ciel, je crois. Je me souviens, que la première chose qui m'avait marqué, personnellement, c'était la simple jaquette, du DVD parce qu'il y avait quelque chose qui ressortait que je n'avais jamais vu, nulle part et qui, je crois, aujourd'hui, persiste à être, assez unique, en termes d'esthétique et surtout de ce que ça renvoie aussi, de ce que ça dévoile et en ayant vu les films, bah, du coup, je pense que ça répondait parfaitement à cette sensation que j'avais eue et forcément après, hein, Le vent se lève que franchement j'avais vraiment trouvé, formidable mais bon après il y a pas de Miyazaki que je n'aime pas, hein. D'ailleurs j'arrive même pas enfin j'en ai un que je préfère, évidemment qui est Nausicaa, mais j'ai du mal à faire le tri, parce que i en fait à chaque film il y a une forme de mini révolution,
de ce qu'il peut être capable de faire. Et je trouve que le garçon et le héron, ou plutôt et vous, comment vivez-vous? Parce que je trouve que le titre est quand même plus parlant. Euh, et plus qu'une mini révolution, c'est carrément un chant du cygne parce que il y a quelque chose dans ce film-là qui relève du risque, mais vraiment du risque, parce que à 82 ans, proposer un film aussi âpre et en même temps si peu évident et si peu pas complexe, parce que c'est pas un film complexe, pas du tout. De toute façon, les films de Miyazaki sont pas complexes en tant que tels. C'est pas la question. Ce qui est assez fort dans le film, c'est qu'il a réussi à partir de quelque chose qui est profondément grave, qui est la question de la mort, qui quand même est présent dans tous ses films, hein, puisque à chaque fois il parle quand même de sa mère qu'il a perdue, qui a été atteinte de tuberculose, de ses souvenirs, parce qu'il y a toujours un départ quand même à la créativité, qui est le souvenir, qui est la vue de ce village en flammes, touché par la guerre, qui a été un départ d'images, hein, d'images enfants. Et ce qui est très fort, c'est que il revient toujours sur la même chose, hein, toujours sur cette espèce d'opposition entre le monde industriel et froid et le monde plus imaginatif, plus libre. Et ce que je trouve très fort, c'est que contrairement à d'habitude, l'univers fantastique qu'il nous présente n'a pas de règles, pas du tout. Il y a pas de. C'est un monde qui nous échappe, comme si c'était l'incarnation pure et dure du conte. C'est-à-dire, ce que je trouve très fort, et pour résumer ça, pour résumer mon avis, moi, ma séquence préférée du film, c'est vraiment cette séquence où il découvre le monde et où il est aspiré par le sol. Et il découvre donc ce tombeau, qui est quand même bon, une réinterprétation d'un tableau célèbre de Böcklin qui s'appelle l'île des morts. Et en même temps, on voit les bateaux au loin. Et en fait, en deux images, il a réussi à créer un sentiment d'ambivalence, qui est qu'on est à la fois face au conte, l'appel de l'aventure avec tous ces bateaux qui sont au fond, et en même temps le rappel de la mort qui est là, ce tombeau qui est face à nous, et ces pélicans qui veulent manger, qui veulent se nourrir de quelque chose, qui veulent forcer la porte d'un tombeau. Je trouve ça. En fait, c'est pas un film sur le deuil. Pour moi, c'est un film sur l'acceptation et l'après. Et c'est pour ça que le titre original, Et vous, comment vivez-vous, est vraiment très, très clair, parce que comment est-ce qu'on vit après avoir perdu quelqu'un? Comment est-ce qu'on l'on vit après avoir vu quelqu'un qui s'est effacé littéralement face à nous? Sachant que il y a cette scène incroyable avec sa fausse mère qui touche et qui se transforme en eau. Je trouve que c'est d'une force émotionnelle immense, parce que en fait, finalement, l'image de sa mère qu'il aura après, ça sera juste cette petite fille qui va devenir sa mère plus tard. Bref, c'est un film, je sais pas où le compter en fait dans sa filmographie, parce que j'ai envie de le revoir. J'ai pas, parce que j'ai pas encore fait le point totalement avec lui, mais j'ai envie d'y revenir, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est un film formidable. Je vais du coup prendre le relais. Il y a beaucoup d'étages là. Il y a beaucoup d'étages. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire, et c'est très amusant cette configuration, parce que donc je vais tout de suite révéler l'éléphant dans la pièce. Moi, je suis sans doute celui qui a le moins apprécié le film et qui suis donc le plus embêté pour en parler, puisque comme d'habitude, je pense qu'on a toujours une énergie beaucoup plus féconde à partir du moment où notre amour rencontre en fait l'objet film face auquel on se trouve. Euh, et là, il y a beaucoup d'étages, parce que dire que je suis resté extérieur, c'est une réalité. Euh, dire que le film, parce que dans mes petits affects à moi, il y aurait eu moins de résonance que d'habitude, serait donc objectivement de moins bonne qualité. Ça n'a aucun sens. Enfin, on n'est pas du tout là pour être sentencieux, mais simplement, euh, je vais commencer par là, et puis en fait on va tisser sur le reste. T'as dit, Nico, un truc important, le deuil et la mort comme sujet grave. Eh ben déjà, tu vois, ça c'est nécessairement quelque chose de tellement
tellement intime en fait. C'est-à-dire que le rapport à la mort, le rapport au deuil, qui est forcément la colonne vertébrale constitutive du récit et du film en tant que tel, c'est un pacte déjà au démarrage, Oui. avec lequel on signe pas de la même manière, chacun. Je veux dire, c'est assez évident. Moi, je sais, encore une fois, c'est une position un peu particulière de revenir sur un film sur lequel on n'a pas pu, trouver exactement tout ce qu'on pouvait en attendre. Donc je vais faire à nouveau un exercice que j'aime pas beaucoup, mais qui est un exercice de comparaison, ce qui est assez malhonnête, hein, intellectuellement, je me défausse tout de suite, mais vous allez comprendre. Il y a quelques jours, on reviendra sur vraiment Miyazaki après et sur, les résonances avec sa propre œuvre, hein. Mais il y a quelques jours, j'ai revu ce film extraordinaire, heu, qui est Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, que j'ai présenté à des amis. Et c'est très intéressant, d'avoir vu Le Garçon et le Héron, le lendemain ou le surlendemain, parce que ce sont 2 films qui me paraissent construits, alors, à partir d'un certain axe, disons, en miroir, dans la mesure où je pense que dans Quelques minutes après minuit, il n'y a visuellement, qu'autour de l'arbre, que finalement, esthétiquement, il se passe quelque chose d'absolument singulier. Le reste des scènes étant des scènes heu, d'appartements, des scènes, qu'on a déjà vues et revues, mais simplement, il y a une dynamique scénique qui est fantastique. En revanche, par rapport au Garçon et au Héron qui justement fourmille d'idées visuelles en permanence. Comme tu l'as dit Nico, dans le cas du Miyazaki, les règles sont pas, clairement établies et le Bayona n'est construit que sur des règles. C'est-à-dire qu'on démarre le Bayona, je prends évidemment ce comparatif parce que dans les 2 cas, on est sur, l'idée, d'un deuil pour, pour une figure, enfantine, enfin pour un jeune corps, face au deuil de sa mère, et qui va user de l'imaginaire pour, répondre à ce parcours psychologique. Et le Bayona est hautement psychanalytique, c'est-à-dire on est sur une balistique, de symboles et sur, vraiment un parcours qui est très clairement établi par l'arbre au début. Tu vas me ra Enfin, je vais te raconter 3 histoires, tu me raconteras la quatrième, on part en escalier. Alors que dans le Miyazaki, on a, heu, on a un film qui est coupé en 2 et même je dirais presque en 3. C'est-à-dire il y aurait presque la première partie, heu, où vraiment on introduit le décorum et puis, on suit, une certaine époque dans une réalité, installée, bon, avec, comme on a dit, le positionnement des enjeux, présentation des personnages et cetera. Et puis l'entrée dans le monde qui ensuite se délite, et ça il y a une organiste dans le film qui est passionnante à étudier, qui encore une fois a peut-être pas marché sur moi personnellement, mais qui dans son principe même, est passionnante à étudier. Et puis, la toute fin qui me semble être presque un appendice, tellement en fait l'expédition de l'ensemble, je sais pas, j'arrive pas à traiter la fin exactement de la même manière que le reste du film. Parce que c'est sans doute ce que je préfère d'ailleurs dedans. Alors que voilà, dans le Bayona, je suis accompagné émotionnellement, ce qui est un autre pari qui, esthétiquement, là, la comparaison s'arrête parce que enfin, c'est pas qu'elle s'arrête, mais c'est qu'il y a pas Heu, il n'y a pas à hiérarchiser en fait les 2 approches fondamentalement différentes. Simplement, c'est amusant que à quelques jours d'intervalle, dans un cas, il y en a une qui a à nouveau marché sur moi et que dans l'autre, alors que, Bayona est un auteur que je respecte et notamment pour ce film, mais qui n'a pas eu, une œuvre d'une amplitude, encore, parfaitement installée. Alors que Miyazaki, j'aime tous ses films depuis, toujours, enfin, depuis que j'ai découvert Le Château dans le ciel enfant, moi c'est celui-là qui m'a traumatisé. Heu et ayant revu Mononoke la veille du Garçon et le Héron, j'étais déjà parti sur des mauvaises bases parce que la vision de Mononoke m'a fait enfin la revision de Mononoke m'a fait un peu mal. Parce que pareil, là, pour des questions tout à fait intimes et pas du tout d'ordre esthétique objectif, et bah, j'ai beaucoup moins accroché que les dernières fois, même sur Mononoke parce que, il y a cette espèce
de recours en permanence au comparatif entre la réalité de la pourriture humaine dans des dialogues à n'en plus finir sur l'absurdité en fait des complexes militaro-industriels et des couches sociales qui se répondent les unes des autres, qui j'ai envie de dire que Miyazaki, sa force et sa puissance, c'est pas tellement, à mon sens, dans la profondeur politique qu'il déploie, mais bien plus dans la puissance de cinéma et la capacité absolument exceptionnelle, voire unique. Je vois bien que Steven Spielberg, qui arrive à ce niveau-là je sais pas, d'alchimie et de transformation du réel à travers des images d'imaginaire pur. Et dans Mononoke, il a filmé parmi les plus belles choses qu'on a jamais vues sur un écran. Donc c'est pour ça qu'il y a une ambivalence en permanence dans le film, que je retrouve un peu dans Le Garçon et le Héron finalement, puisque je vais vous redonner la parole derrière, parce que je trouve que le film contient, donc Le Garçon et le Héron, quasiment enfin, pour certaines, hein, parmi les plus belles idées qu'il ait jamais conçues. C'est un film d'une complexité, mais vraiment d'une densité, d'une consistance extraordinaire. Mais ce délitement et ce recours permanent à un pathos qu'il essaye d'éviter, je sais pas comment dire ça clairement, et je vous laisserai rebondir parce que je suis aussi beaucoup là pour vous écouter aujourd'hui, mais hem, je vois aucun pathos dans Chihiro. Je vais mettre les pieds dans le plat. Chihiro, pour moi, c'est un film absolument parfait, c'est clairement celui que je préfère, et c'est un film qui évidemment rentre également en résonance avec Le Garçon et le Héron, là aussi par rapport au parcours heu, carolien de l'ensemble. Et jamais dans Chihiro je ne suis perdu, et jamais dans Chihiro je n'ai pas l'occasion de me perdre si j'en ai envie justement. Tu vois? C'est-à-dire que le film décrit l'ensemble des espaces, l'ensemble des règles et tout, et pour autant il y a des moments de suspension extraordinaires qui permettent justement des respirations et vraiment une mise en perspective permanente quoi, de l'ensemble de la structure. Là où dans Le Garçon et le Héron, je suis à la fois parfois étouffé, parfois frustré parce que les lieux investis sont à peine évoqués, qu'on passe déjà à une pièce suivante. Et je vais finir là-dessus parce que je pense que vous avez compris à peu près le problème général que très, très personnellement, encore une fois, je peux avoir. Et là, je vais être un peu taquin. Je pense que le moment où Maito, du coup, se retrouve devant le grand portail où est inscrit très, très nettement ceux qui cherchent à comprendre, en gros, passeront à côté, quoi. J'ai en fait, à la fois, je trouve cette maxime vraiment précieuse à bien des niveaux. Après, quand je vois le résultat de l'objet, j'ai un peu peur encore une fois, c'est taquin, mais d'une espèce de défausse, quoi. Où bon, n'essayez pas de comprendre, laissez-vous complètement embarquer, et puis si vous accrochez pas, bah, quelque part, c'est un peu de votre sort. Je pense évidemment pas que Miyazaki soit dans cet état d'esprit-là, et puis voilà, je n'attends que vos retours. Mais voilà, c'est vrai que c'est ambivalent comme rapport quand même. Bah, avant de laisser l'hôte, notre hôte Kino quand même donner son avis parce qu'il trépigne, mais il y a un truc qui est très intéressant sur ce que tu dis, mon cher Paul. On va s'appeler par nos prénoms maintenant, hein, Mais je soyons t'en fous. prie, Julien. Heu, tu vois, dans chacun des films de Miyazaki, il nous présente un univers, tout cela, voilà. Et ici, j'ai l'impression que c'est un film monde Miyazaki. C'est-à-dire que Miyazaki convoque tous ces mondes qu'il a pu nous, voilà, d'une manière ou d'une autre. D'où je pense, le feeling que tu as eu qu'on passe d'un lieu à l'autre, et cetera. On pourrait s'amuser à faire le jeu, mais c'est pas très intéressant, hein. Des références à tel film ou tel film ou tel film, je crois que tout s'y passe, hein. Tout s'y passe, mais bon, peu importe. Mais il Et attend je pas ça pense de nous qu'en non fait, plus. et voilà, et je pense qu'en fait, Miyazaki, il a voulu nous montrer son monde le plus complet, le plus florissant possible pour parler de lui, de ses obsessions, de ses peurs, de ses espoirs aussi, parce que c'est un film qui est très ambivalent là-dessus, hein, qui est plus optimiste qu'on pourrait le croire, je pense. Ouais. Et ça peut surprendre, c'est-à-dire qu'on a à la fois tout ce qu'on voulait avoir de Miyazaki, mais peut-être trop. Et au final, comme c'est trop, c'est pas assez.
d'une manière ou d'une autre, parce que il Alors nous attends, emporte, il j'ai nous pas envie apporte que dans tu une vague. trahisses, je veux pas que tu trahisses ton ressenti parce que, j'émets, Ah non, une mais réserve, hein. ah non, pas du tout, au contraire. Non, Défendez-le à fond, quoi. parce que moi, j'aime justement cette idée-là de pour moi, Miyazaki, il avait plus ou moins déjà tout dit. S'il voulait, il pouvait s'arrêter. Après, Le vent se lève, en plus, qui était son plus personnel, Immense etc. film, Le vent se lève, hein. Donc, il n'a plus rien à prouver, Miyazaki. Moi, je pense qu'il a fait le film qu'il devait faire là, c'est-à-dire un film, oui, très centré sur lui. En même temps, Le vent se lève, c'était ça, hein, honnêtement. D'ailleurs, le film ici s'ouvre vraiment avec un écho sur Le vent se lève. On n'est plus dans le grand incendie, enfin, le séisme de Tokyo, mais on se retrouve 20 ans après avec une autre histoire à Tokyo, avec le feu. Enfin bon, voilà, évidemment. Et je pense que là, il a fait un film, voilà. C'est pour ça que, à un moment, on voit ce passage avec plein de portes et tout. Toutes ces portes, elles peuvent s'ouvrir sur un des films de Miyazaki, si on veut. Mais l'important et l'essentiel est ailleurs, en fait. Et là, il a parlé de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait aujourd'hui, et de ce qu'il pourra éventuellement faire après, ou ce que les autres feront. Histoire de succession, mais succession, pas au nom de Miyazaki, succession à l'idée de créer, de rêver, et de continuer de vivre. Donc, d'où le titre qui est quand même, voilà. Et vous, comment vivrez-vous? C'est ça, c'est le vrai titre du film, évidemment, hein, parce que Le garçon et le héron, Bien sûr. voilà. Oui, bien sûr. Mais il y a un point que j'ai trouvé intéressant, que j'ai relevé, c'est tu dis qu'on ne comprend pas forcément les règles du film et qu'on se sent parfois étouffé. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais à mon sens, c'est pas justement un défaut, c'est ce qui en fait la grande qualité du film. C'est que c'est un film très flou, qui est même parfois incompréhensible, hein. Enfin, on va pas se mentir, mais moi, par moments, j'étais complètement perdu. Donc c'est un film bordélique par moments, mais qui fait écho avec beaucoup de choses, par exemple, dont l'incompréhension, à mon sens, d'une génération, une génération qui vit dans une société qu'elle comprend pas. Mmh. C'est vraiment une société essoufflée, une société en fin de vie qu'on ne comprend pas, en tout cas qu'une génération ne comprend pas. Et dans ce monde qui nous échappe un peu, bah, pour montrer à quel point c'est quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que c'est un monde marin, maritime, mais qui est peuplé d'oiseaux. Et il le souligne d'ailleurs dans le film. On est vraiment dans un monde d'inadaptés, en fait. C'est un film qui part des inadaptés dans un monde d'inadaptés. C'est un genre de gloubi-boulga qui est parfois indigeste, mais qui me rappelle beaucoup, qui est son avant-dernier film, je crois, le Château ambulant. Non, il y a eu Pogno juste après. Mais je trouve que contrairement au Château ambulant, on arrive à on arrive à donner de la chair à ce film. Je vais pas mentir, pour moi, le Château ambulant, c'est un des films les plus faibles du réalisateur. Moi aussi, pareil, tout à fait. C'est un film que je Pareil. ne comprends pas trop. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je le regarde, je me dis, il manque quelque chose. Je vois les grandes thématiques, je vois ce qui veut être raconté, mais je suis pas pris. Il y a pas de chair, à mon sens. Oui, enfin, la différence avec Le garçon et le héron, c'est qu'il y a quand même le château, qui est quand même la ligne directrice, que tu Oui, n'as C'est même vrai. pas dans Le garçon et le héron. et c'est peut-être Le Château ambulant, c'est peut-être le film le plus proche du Garçon et du héron sur Tout à fait. certains points. Non, bon, on va revenir aussi. Tu parlais de maritime, et le côté aérien, des oiseaux. Et puis il y a La fille de feu aussi. Je crois que tous les Oui, éléments, de toute exactement, oui. façon, les éléments, c'est la vie de toute façon. Donc, Mais où j'en étais? au Château Ah, ambulant. Au château ambulant. sur Oui, le oui. château ambulant, Après, sur le bordel, oui. exactement. Donc, après, j'ai un rapport qui est quand même très proche à Miyazaki, hein. C'est que je disais que le film que j'aime le moins du monsieur, c'est le Château ambulant, mais le film dont j'apprécie le plus, et qui est le premier que j'ai vu, et c'est le premier film que j'ai vu au cinéma d'ailleurs, c'est Le Voyage de Chihiro. Et il y a aussi de grands ponts à faire avec Le Voyage de Chihiro, qui, je trouve, est le film qui se rapproche le plus du Garçon et le Héron. Ne serait-ce qu'avec cet enfant qui arrive dans un monde fantasmagorique. Enfin, tout ça me semble évident. Mais Ça dépend. Enfin, je rebondirai après, mais ça vas-y, vas-y. mais un des grands points que j'ai soulevé aussi dans le film, c'est le côté contemplatif. Et je sais que c'est quelque chose qui fait beaucoup parler et beaucoup de gens sont en désaccord avec ce point-là. Mais en tout cas, quand on parle de films contemplatifs, au sens très large, hein, on parle généralement de films plutôt lents, où il y a assez peu d'action. Mais c'est pas à ça que je fais référence quand je dis film contemplatif. Pour faire court, je crois que la contemplation, c'est une forme de méditation. Et je suis ressorti de ce visionnage avec vraiment, comme si je me sentais apaisé. Plus je regardais le film, et plus je rentrais dans un état de paix et de relaxation. Ce qui fait, à mon sens, que Le Garçon et le Héron est un film profondément contemplatif. Et ça fait longtemps déjà que j'avais pas revécu ça au cinéma. Donc c'est un film qui m'a surpris, parce que j'en attendais vraiment pas cette dimension-là. Qu'est-ce que j'attends au cinéma? Déjà, c'est avant tout d'être surpris par un film.
Après, on pourrait évidemment rebondir sur, je crois que c'était Nicolas qui en avait parlé, mais toute la dimension avec la mort, avec la peinture d'Arnold Böcklin, le dernier tiers du film qui parle un peu de ce rapport à la mort, à la succession, à la finitude en soi. Tout ça, c'est des choses vraiment qui m'ont atteint, même si il en parlait déjà un peu d'une certaine manière dans son dernier film. C'est des choses qui m'ont surpris et j'ai été complètement emballé personnellement. Bah, moi, il y a un point, que je trouve, encore une fois, merveilleux dans le film, c'est qu'en fait, il est profondément, heu, pas uniforme, il est, hétérogène au contraire et c'est ce que j'aime Mmh. beaucoup. J'ai toujours en fait, j'aime pas trop les films qui ne se combattent pas. J'aime beaucoup les films qui ont tendance à se battre, contre eux-mêmes, au point où, il y a au risque d'être pas du tout conforme, d'être, plutôt, bâtard sur certains aspects et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est parce que, toute la première partie, elle emprunte plutôt bah, ce que n'a cessé de rendre hommage, de faire, Miyazaki pendant tous Mmh. ses films, c'est rendre hommage à Ozu et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette toute première partie, elle a jamais été aussi hantée par Ozu, et par, cette espèce de calme, de tendresse, constante et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est ce protagoniste qu'on n'avait jamais vu chez Miyazaki jusque-là, qui est profondément complexe, déjà parce qu'en fait, il ne se dévoile pas. Encore une fois, on en revient à ça, mais le film est un magicien qui ne dévoile pas ses tours parce que le personnage principal, il a des émotions qui sont très, très, très compliquées à comprendre, notamment la séquence où il se frappe la tête avec la pierre. Je trouve que Mmh. c'est une séquence, très forte, très, très, vraiment étrange et en même temps, compréhensible parce que le film revient au fait que ce personnage est hanté par des images et qu'il a du mal à s'en défaire et que, il a du mal à exprimer ce qu'il a émotionnellement en tête. Donc ce qui fait, bon, vraiment penser à Shinji dans Evangelion sur Ah certains mais aspects. bien sûr. Et d'ailleurs, mon cher Nico, après je te laisse, poursuivre, c'est un miroir de Miyazaki et du film en lui-même, le personnage. Ouais, le film se fait violence à ce moment-là, comme Miyazaki, là, veut se faire violence et veut faire violence aussi aux fans habituels, en leur disant: «Voyez, vous connaissez mon travail par cœur. Là, je vous propose un film différent dans son approche, dans son rythme aussi», parce que c'est vrai qu'il y a des moments, mais il prend son temps, très Ozu, clairement. Et dans la salle, à ce moment-là, je sentais autour de moi des gens qui étaient un peu désarçonnés. Et, et juste après, justement, il y a ce passage avec un petit peu un time-lapse où il se fait harceler et tout, et il se donne un coup sur la tête. Et je pense que les actes de Maito sont au diapason du film, enfin, et dans ce que Miyazaki veut raconter avec le film. Je pense qu'il y Mmh. a, il y a, il y a un vrai miroir. C'est un film de miroir, de toute façon, et de passage. Et du coup, désolé de t'avoir interrompu. Non, pas de souci et puis, bah, tu fais bien d'appuyer ça parce qu'en fait, ce personnage permet aussi de montrer, une des complexités du film, c'est que, contrairement à ses autres films, il est absolument pas, habité par le pathos. Les émotions sont vraiment très complexes à saisir. Moi, c'est un des rares Miyazaki où j'ai pas pleuré. Enfin si, il y a un moment, si quand même, mais vraiment de pure émotion, esthétique. Mais, globalement et en fait, c'est en y repensant que la tristesse et toute la mélancolie de ce qu'il essaye de montrer, me vient en tête notamment bah, dans toute l'incarnation esthétique de ce monde, de cette espèce de monde intérieur, désordonné, qui est en perpétuel conflit en fait. C'est ça qui est intéressant parce que même tout ce qui concerne les antagonistes du film, qui sont ces espèces de perruches cannibales, euh, en fait, elles apparaissent comme ça, d'un coup, comme si comme si on venait de les écrire sur une lettre, quoi, sur un bout de papier. Et ce que je trouve très fort, c'est que on apprend à un moment que c'est parce que le maître, donc le personnage que l'on voit plus tard, avait décidé de les intégrer et il les avait oubliés, quoi. Il n'avait pas réussi à les acclimater. Et ça, je trouve que c'est assez fort, sachant qu'en plus le film est presque monté à l'envers puisque le film commence donc sur ce fameux tombeau qui est tombeau du maître, donc ce qui sous-entend quand même que le maître serait mort. Et finalement, on voit le maître vers la fin. On revient vers lui à la fin. Et je trouve ça assez intéressant et qui va avec le procédé émotionnel du film,
qui est que l'acceptation de la mort, elle se fait aussi par la confrontation directe avec ce qu'est la mort, c'est-à-dire l'effacement, l'absence. Parce qu'au début, le maître n'est qu'une ombre qui n'existe pas, qui n'est pas là, qui régit un monde qui est en voilà, en mouvement, quoi. Il n'est pas. Et c'est ça que j'aime bien. C'est un film en fait qui va justement à l'encontre du fantastique tel qu'il est pensé par les Européens. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a des règles, c'est quelque chose qui est hors des règles et qui est libre. C'est un monde qui peut se permettre justement de nous échapper. Et c'est là où c'est fort parce que là où moi personnellement le fantastique surtout à l'américaine a parfois tendance à m'énerver, c'est que on a une répétition des motifs du fantastique parce que on n'arrive pas en fait à accepter que la magie ça nous dépasse et que ça peut pas être quelque chose d'explicable, de concret. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est ça, c'est que c'est inconcret. Il y a pas du tout c'est le mystère constant en fait. Et sachant, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que quand même Miyazaki est peut-être le plus européen des cinéastes asiatiques, enfin japonais, mais en fait, il arrive à reprendre ces motifs-là et aller plus loin. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, notamment avec cette espèce de pierre qui, à la première vue, serait la tour, qui régit le monde, où il y a un équilibre qui ne doit pas bouger. Un équilibre déséquilibré d'ailleurs, parce que quand on regarde la forme de l'espèce d'équilibre que forme le maître, c'est à base de petites formes qui sont pas, qui tiennent en équilibre, mais de manière très, très, très complexe, et en même temps qui sont très fragiles. Et, euh, et c'est ça que j'aime bien. En fait, le film est totalement à l'image est indissociable de ce qu'il essaye de créer émotionnellement. La forme en tant que telle, elle est l'incarnation de l'émotion, parce que ce côté bancal, c'est aussi lié à ce personnage, c'est aussi lié à ce monde, c'est aussi lié à l'intention de Miyazaki, je pense, parce qu'on sent quand même que Miyazaki, il a envie aussi, il a envie de défier la mort. Je sais pas s'il a envie de défier la mort, mais il a envie en tout cas de continuer à faire des choses, ça c'est sûr. Et ce que je trouve assez beau, c'est qu'il se met en danger dans ce film. Non, mais Oui, Oui, tout à fait. c'est ce qui c'est sauve le film, hein, ce que tu viens de dire là à la fin. Enfin, au sens, la structure de Guingouin et cette espèce de brinque-balance permanente qui est l'organicité du film lui-même, rentre parfaitement en résonance avec les petites pierres effectivement, blanches, de la fin. Moi, là où je vais rebondir quand même parce qu'il me semble que c'est un point, si tu veux, où par exemple entre autres, hein, ça fait partie des points à partir desquels moi je me perds. Euh, ce qui est encore une fois pas un problème en soi de se perdre dans un film. La question c'est quelle est presque la nature, l'essence de la perte. Mais quand tu dis et que tu confonds au sens où tu associes tristesse et mélancolie. Pour moi, c'est quand même deux modalités affectives complètement différentes. Euh, de la même manière que, si tu veux, on confond un film qui serait à la fois contemplatif et en même temps qui serait enfin, qui aurait un fourmillement d'idées frénétiques. En fait, il y a un moment où euh, c'est exactement là où se situe en fait on va dire la matière du film, quoi. C'est-à-dire à la fois il y a cette tristesse, il y a ce pathos et il y a cette espèce d'élan tragique qui est déjà dans Mononoke, qui a déjà dans même dans Nausicaa. Enfin, je veux dire, c'est quand même régulier chez lui. Mais et c'est là où Miyazaki, c'est quand même quelqu'un de profondément disons, ouais, enfin, passionnant, dense. Il y a aussi des films mélancoliques, il y a aussi des traces de mélancolie. Pour moi, je différencie vraiment les deux dans la mesure où la tristesse vient dans une espèce d'engagement affectif à partir du moment où on pose tout un ensemble de blocs d'attente, c'est là où on revient au petit bloc sur la fin et où en fait il y a une espèce de sentiment de voilà de souffle qui s'abat sur le personnage qui doit accomplir une quête et cette tristesse en fait on la ressent clairement dans le personnage de Maito. Pour moi la mélancolie, et là c'est peut-être une définition tout à fait
tout à fait personnel, mais il me semble que la mélancolie, c'est un affect complètement différent qui va beaucoup plus vers justement la contemplation et vers le laisser être du monde et sur la conscience et l'acceptation que tout est tout le temps en train de mourir et que un monde qui est en train de se disloquer, qui est en train de s'effondrer, peut-être n'exige justement rien et que le fait de se laisser au contraire porter par le monde, c'est exactement la la posture de Shiro justement. C'est-à-dire qu'elle ne demande rien, ne se laisse complètement, aller par, heu certes, il y a un trauma, il y a le trauma des parents au début, qui se transforme en cochon et du coup, il y a une espèce de fissure émotionnelle. Ça, c'est fondamental. Mais, derrière, elle se laisse porter par le film. Elle accepte de travailler à un endroit, à un moment et puis de changer de lieu et puis en fait, petit à petit, quelque part le mythe se fait à sa place. C'est pas elle qui décide, fondamentalement d'aller dans le monde pour régler son trauma. Elle est de base complètement perdue et en fait, la mélancolie globale du film, est justement la capacité, de Miyazaki à laisser être le monde et à laisser le monde fleurir dans, l'ensemble de ces espaces, heu, redonne à l'imaginaire son espèce de puissance, ouais, je j'ai pas exactement le terme, mais qui de cette mélancolie, de cette, de se laisser être et de se laisser paraître, et bien redonne vie, paradoxalement, à un imaginaire qui prend le pas, quoi. Dans Je sais pas si je suis très clair, mais dans Le Garçon et le Héron, j'ai quand même l'impression que, il y a une espèce de confrontation entre un univers qui, à la fois, est en train de se créer sous nos yeux, mais qui n'a pas justement, je trouve, c'est là où je trouve que le film est à la fois je comprends pourquoi tu dis qu'il est contemplatif, Guillaume, mais en même temps, si on regarde, matériellement, les scènes, il y a assez peu de temps qui est consacré à la pure béance et à la pure, comment, ouais, je sais pas, enfin, à des moments de pause dans le déroulé global du récit. Par contre, voilà, il y a en face un personnage qui lui, est obstiné, a une idée, claire, c'est, «Je dois sauver ma belle-mère» et en fait, en la sauvant, le deuil va s'accomplir. Moi, là où je trouve que l'idée la plus enfin, pas la plus, mais une des plus belles idées du film, c'est justement la pierre dont j'y reviens. C'est que la pierre, là, c'est une bifurcation pure qui littéralement fissure son crâne et ouvre le film et qui, moi, me fait penser alors je suis un peu obsédé parce que j'ai j'ai beaucoup travaillé dessus dernièrement, mais à Asteroid City quand Augustin Beck, donc le personnage joué par Jason Schwartzman dans le film de Wes Anderson, se brûle la main sur le grille-pain et c'est un geste qui, en soi, est incompréhensible, de la même manière que Mahito qui se frappe la Mmh tête, mh. mais c'est un geste qui casse l'univers en 2. La différence, c'est que dans Asteroid City, il y a, que des règles et pourtant, c'est parce qu'il y a tout un train de règles avec des petits wagons de règles, qui peut se permettre de décrocher et du coup, de laisser des moments de silence, de pure béance où, il y a des appels d'air permanents. Le Garçon et le Héron et c'est encore une fois, je hiérarchise pas les deux méthodes, mais n'est pas structuré de la sorte. On y revient tout le temps, hein, c'est un peu le point de discussion. Enfin, je veux dire, c'est quand même le fait du film de jouer sur une non-structure. Donc, ouais, en fait, j'ai pas envie de tourner en rond autour de la même idée, mais et ouais, je trouve le film passionnant pour ça justement, pour cet enchevêtrement d'idées qui à la fois prend forme, prend pas forme et puis je finis sur ça, quand même à la fin et c'est là où je trouve que le film, justement est sauf et qui me donne envie d'y retourner et que de toute façon c'est un Miyazaki, il y a un moment faut comme tu disais Julien en préambule, il y a un moment faut de toute façon lui redonner d'autres visionnages mais il y a ce dernier plan absolument extraordinaire où finalement l'univers, se liquéfie complètement, tous les enjeux se répondent, mais comme dans une espèce d'happy end, bon heu, qui peut être jugé malvenu, bon ou pas. Moi je suis complètement emporté, heu,
alors que pour autant, j'ai pas plus suivi que ça la structure, ce qui est vraiment, ce qui prouve la capacité de Miyazaki en 30 secondes de transformer son film. Mais il y a ce dernier plan où vraiment Maito quitte littéralement le film, laisse place à enfin un espace vide. Vraiment, il y a même plus de matelas, il y a plus rien, il y a juste le bureau, la fenêtre. Et là, je reprends l'idée que Corentin avait émise dans son papier pour Criticat. C'est littéralement l'invitation de Miyazaki à retourner au travail. Et ça, c'est quand même incroyable parce que pour moi, ça dénote complètement de cette idée un peu, je trouve fallacieuse justement, désolé Nico de le dire, mais justement d'un film qui n'est pas un chant du cygne. C'est un film qui est une espèce de relance complète de son travail où le vent se lève m'apparaissait beaucoup plus comme un chant du cygne. Là, Le Garçon et le Héron fourmille d'idées et ce bordel amène à ce dernier plan qui est un appel à y retourner à nouveau en fait. Et ça c'est quand même un élan, alors qui pour le coup n'est pas mélancolique, mais qui est un élan dans lequel je trouve que Miyazaki se trouve quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce dernier plan est Moi, magnifique. je suis très d'accord avec ce dernier point, et notamment le film qui a une invitation à se tourner vers l'avenir, et même pour Miyazaki, vers l'avenir de son propre travail. Je suis Complètement. totalement d'accord avec ça. Et pour Ah les oui, non, autres. mais Et justement, pour les autres, l'usage on le du fait, ouais. l'usage du terme chant du cygne me concernant, parce que je sais que le chant du cygne, c'est toujours entouré d'une dimension funeste. Mais au contraire, c'est le choix, en fait, de lâcher prise qui est un chant du cygne à mes yeux, parce que c'est une forme de mort Ah en tant oui, que telle. je comprends. Parce qu'il y a, vu que tous les films, en fait, de Miyazaki sont Lâcher des, les chevaux quoi. voilà, Enfin, c'est ça, oui, exactement. Ah oui, oui. Oui, en Lâche- fait, disons qu'on dirait qu'il est totalement débarrassé de l'angoisse de l'héritage du studio Ghibli, par Ouais. exemple, avec ce ouais. film. Et c'est ça qui est assez beau, en fait, qui est parce que c'est vrai qu'on a toujours prêté à Miyazaki, et en tout cas, une forme d'autorité, parce que vu que c'est lui qui a créé, avec Takahata, le studio, tous ces films sont parcourus aussi par l'angoisse du futur. Et c'est quand même Ah, une des rares œuvres. a raison parce que Goro c'est pas fou ce qu'il fait. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Et là, il lâche la bride. C'est-à-dire que peu Oui, mais importe ce qu'il y aura après lui, déjà, il y aura encore lui après lui. Il l'espère. Il fait un autre projet, je pense. Et et puis, il y aura même d'autres vous parlez créateurs. de Goro, c'est intéressant parce qu'on dirait presque que le film veut aussi pardonner Goro. En tout cas, il y a une forme de volonté de raccrocher les wagons avec lui. Je sais que le film a été écrit pour son petit-fils, mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté de lâche prise, quoi, de lâcher prise. C'est ça, le lâcher prise qui est très beau du film, en fait, qu'il n'y avait pas forcément dans ses autres films. Il y a toujours un beau futur dans les films de Miyazaki, il y a toujours un après, mais là, il y a quelque chose qui est différent. Il y a une Euh, incertitude. ouais, il y a une incertitude, ouais. Ouais, puis en gros, il va dire à son fils, Goro, oui, tu t'appelles Miyazaki, mais tu n'es pas Miyazaki. Vole de tes propres ailes et fais tes choix, quoi. Mais il y a une Donc, acceptation de cette incertitude, c'est ça ouais. qui est assez beau dans le film. Mais ça revient au déséquilibre, hein, que disait aussi Paul. Hein, le déséquilibre est là parce qu'il y a le déséquilibre nécessaire de la création pour peut-être soigner le ressenti qu'on peut avoir sur ce monde, le réel, en déséquilibre. Parce que là, on le voit quand même. La guerre à l'époque au Japon, etc. Même à un moment, à la fin, quand il y a le monde qui s'écroule et tout, on pourrait imaginer que c'est une allégorie des bombes atomiques, hein, Hiroshima et Nagasaki, parce que ça se passe à peu près à la même. D'ailleurs, c'est même pas mentionné dans le film. Hein. Et ce déséquilibre-là, il revient à ce que tu disais, Guillaume, tout à l'heure, sur aussi le déséquilibre de notre société aussi, peut-être. Tu parlais aussi des inadaptés quelque part, que ce soit à l'époque de la guerre au Japon ou de nos jours aussi. Le film essaye de parler à cela. Donc le déséquilibre est là aussi. La création, c'est merveilleux, mais ça peut être aussi à un moment, voilà, on part dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on en fait de la création dans la vraie vie? C'est ça la question aussi, parce que on crée, on part dans un imaginaire, etc. Mais après, il faut que ça nous serve aussi dans notre réel. Je pense que c'est un peu aussi ça le message qu'il veut passer. C'est pas pour rien qu'il est très ancré dans le réel depuis Le Vent se lève aussi, Miyazaki. On n'en sort pas de l'atomique. Ouais, non, mais c'est ça. Là, cette année, entre Oppenheimer, Asteroid City, celui-là, et puis, je sais pas, il y en a sûrement un autre qui pourrait nous venir en tête, mais c'est quand même étonnant que ce trauma qui, autant chez les Japonais, je comprends que ce soit
que ça continue d'alimenter et que même 70 ans après, ce soit toujours prégnant, surtout chez quelqu'un comme Miyazaki qui a, qui a vécu la chose, mais que même Hollywood, en fait, n'en sorte pas, et même reviennent à ce motif-là, en plus par sans doute une espèce de culpabilité latente. C'est passionnant. Mais en même temps, il faut dire, on a inventé un objet pour nous autodétruire en un bouton. Donc forcément, ça met face à une espèce de dilemme moral un peu vacillant et particulier, quoi. Mais ça revient à l'idée du monde qui se fissure en deux dans le Garçon et le Héron, qui rentre en résonance avec le deuil, etc. Tout ça c'est très établi. Il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, tout est là. C'est pour ça que cette première partie est hyper importante aussi, c'est qu'on a le contexte. Bon, voilà, on se demande s'il y a un incendie de l'hôpital au début, est-ce que c'est dû à la guerre, on sait pas. Bon, mais le père qui travaille pour la guerre, le père, il travaille pour la guerre. Et même, on le voit, les soldats, il y a des petits passages comme ça où ils donnent leur respect aux soldats qui passent. On voit que Marito, il est à fond là-dedans aussi, parce que c'est l'image du père. Et puis, tu as les petites grand-mères et tout, là, hop, les cigarettes venues des États-Unis, tout ça. C'est Ozu aussi, hein, quelque part. C'est génial. Non, mais même le toute première scène là où l'animation elle se liquéfie littéralement, Oui. quand il court vers sa mère et où, enfin se liquéfie ou brûle, enfin je sais pas. Le feu se liquéfie, oui. C'est vrai. C'est très étonnant, mais c'est cette espèce de chaleur latente, quoi. Et qui allonge les traits. Mais moi, c'est ça que je voudrais, parce que là, on a beaucoup parlé de la structure, de l'ensemble, etc. Mais que Guillaume, Nico, Julien, vous reveniez sur vraiment le contenu dans le film, en prenant, je sais pas quels traits, quels exemples, qui fait que ça résonne en vous. Parce que moi, j'ai essayé vaguement d'expliquer pourquoi moi je m'étais senti un peu extérieur, mais qu'est-ce qui dans l'objet, dans le résultat fonctionne. Je vous mets peut-être un peu en Non, non, porte-à-faux. Non, pas du tout. moi j'aurais un exemple, mais alors, le problème c'est que je pense que c'est pareil pour Nico et Guillaume, on a plein d'exemples qui se bousculent en tête, un petit peu à l'image du film, ça, c'est une effusion, quoi. C'est un peu Mais ça. il y a un petit passage, alors que des gens ont comparé à Saul. Bon, je veux bien, mais il faut peut-être arrêter aussi. C'est vrai que sur les thématiques, si on veut, mais avec les petits esprits, alors c'est pas les esprits de Mononoke, mais ça aurait pu. Les petits oui, Si, il y a voilà. un air avec les Sylvestres quand même. C'est ça. Les Sylvains. Les C'est Sylvains, ça, pardon. les Sylvains. Mais là, c'est les Wara Wara. Alors, mais c'est merveilleux ce passage. Et c'est oui, à la fois beau et cruel parce que c'est des petits esprits qui vont devenir des humains, qui sont bouffés par les pélicans. Donc, avant la vie, il y a la mort qui est là aussi. Et ça, c'est le nœud du film. Hein. C'est vraiment au milieu du film en plus. C'est un passage qui a l'air anodin comme ça, mais qui, à mon avis, est un point d'ancrage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais De toute façon, ce qui est formidable aussi, et il faut rajouter dans cette séquence, c'est donc à quel point tous les cycles se bousculent, cycle de mort, cycle de vie, et conflictualité, guerre, et aussi quand même la suite de ce qui se passe. C'est le pélican qui est blessé et à qui le protagoniste offre une sépulture. D'ailleurs, il y a un cut qui est assez surprenant et qui est d'une très grande violence quand il fait le premier coup de pelle et qu'il enterre le pélican. Je trouve que cette séquence, elle est incroyable parce que en fait, c'est toute l'ambivalence de ce que veut montrer Miyazaki, c'est-à-dire que le monde, parfois le monde même échappe à la notion même de dualité, enfin de manichéisme où tout est tellement plus complexe qu'une simple opposition de force. Parce que là, c'est ça qui est assez beau dans le film, c'est qu'il y a, mais d'ailleurs très souvent chez Miyazaki, c'est que toutes ces forces qui sont là, et même avec le roi des perruches, les perruches elles sont à la fois terrifiantes, drôles et quand même assez touchantes sur certains aspects. Mais comme les Parce pirates que dans le château dans le ciel. oui aussi, voilà, oui exactement, les ouais, pirates. c'est vrai. Ouais. 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 On est là-dessus, on est sur cette espèce d'opposition de force qui malheureusement qui n'ont pas de sens précis, enfin qui sont dans prisonniers d'un cycle qui se répète et qui peuvent pas s'en échapper et il reste que cette espèce de vie ou de mort et de toute façon c'est ça qui est assez fort, c'est que c'est contrairement au monde du voyage de Chihiro qui est quand même assez pétant, plein de un peu festif, heu,
cette espèce de monde qui il est pas tellement festif. Il y a un appel à l'aventure qui est là quand même, qui est représenté à un moment, mais c'est en fait, c'est là la sensation que j'ai eue, c'est dès que l'instant où il arrive dans ce monde-là, il y a une opposition entre la beauté de ce qui est représenté, de ce soleil, des rayons de soleil, des bateaux au loin, et en même temps, il y a cette espèce de tombeau qui prend place au milieu de ce monde, et c'est ça qui est assez beau, c'est que, c'est un monde qui est déréglé. Ah bah oui. Et d'ailleurs, les Wara Wara, là, on en parle, ceux qui vont devenir des humains, comment ils s'envolent et tout en bouffant les viscères dégueulasses d'un poisson. C'est génial, ça c'est génial. Heu, tout est là hein, aussi. Mais tu vois, je rebondis aussi sur un autre point parce que, moi dans la matière du film, c'est aussi ça qui m'intéresse, ch en particulier pour toi, Guillaume, puis ça te donne l'occasion de reprendre la parole, mais, forcément, il y a, un de mes films préférés, de tous les temps, dans l'animation clairement, mais même en général, c'est Le Roi et l'Oiseau de Grimaud, qui est aussi un des films préférés de Miyazaki, on le sait, et c'est pas un hasard que le motif de l'oiseau revienne aussi souvent, dans le film, heu, puisqu'il y a clairement dans les catacombes, enfin il y a beaucoup de résonance. Le Roi et l'Oiseau, je trouve que c'est justement un film, de la même manière que je disais à l'instant sur Asteroid City, un film qui laisse part à une poétique et une contemplation, mais presque radicale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu trouves comme élément dans dans le film, dans l'objet, qui est le garçon et le héron, qui t'amène à dire que ce serait un film contemplatif. Vraiment, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ce qui m'a amené à me dire que c'est un film contemplatif, je vais probablement un petit peu me répéter, mais il y avait vraiment cette sensation où j'avais l'impression de ressortir d'une séance de méditation, mais particulièrement, je l'ai beaucoup ressenti dans le premier tiers du film. C'est vrai qu'à partir du moment où on arrive dans ce monde fantasmagorique, dans cet univers alternatif, le film a tendance à s'accélérer par moments, peut-être un peu trop. C'est assez flou dans ma tête. J'ai des images qui me paraissent, qui m'ont paru rester quand même plusieurs secondes. On n'est pas non plus dans une dynamique de surcuter son film. Non, non. Non, mais la première partie très Ozu, ça, je vois très bien en quoi tu la trouves contemplative. Et cette première partie, je l'ai même trouvée, au-delà d'être contemplative, vraiment limite silencieuse par moment. Le personnage de Maito ne parle quasiment pas. Les seules informations qu'on a, c'est de sa belle-mère, des grands-mères. Je trouve que plus le film avance, effectivement, plus il a tendance à s'exciter, mais à s'activer un peu plus. Parce que regarde, ouais, dans Le Château dans le ciel, par exemple, qui est un de ceux que je préfère, forcément, encore une fois, parce que j'ai grandi avec, et gros traumatisme, mais c'est la scène où le robot, quand ils arrivent dans la Piuta, tend une fleur aux 2 enfants. Et ce rapport entre une nature qui a repris ses droits, une technologie et une poésie, machin, quand j'ai vu Stalker de Tarkovsky, je n'arrive pas à dépareiller en fait l'espèce d'empreinte vraiment physique que m'avait laissé le Miyazaki, et je me suis dit: «C'est fou, en fait, Stalker, c'est un peu le Château dans le ciel, d'une deuxième partie de cinéphilie pour moi», tu vois? Enfin, je veux dire, c'est gigantesque comme bon. Dans Le Garçon et le Héron, je n'arrive pas, et là, quasiment ni dans la première partie, ni dans la deuxième, à me souvenir d'une scène, mais d'une scène, vraiment d'une séquence qui, me traumatise. Il y a des images, il y a des idées, il y a des plans, il y a tu parlais tout à l'heure, Nicolas, du moment où il vient poser sa main sur, l'image, je sais pas exactement comment décrire ça, mais l'image de sa mère, et que le corps se liquéfie, ça, je trouve que c'est extraordinaire, et il y a 15 idées comme ça dans le film, mais j'arrive pas à trouver une séquence, une scène, tu vois, où il y aurait, ça La scène des crapauds t'a pas traumatisé? Avec le héron qui parle, qui a quand même une voix importante, faudrait en ah parler de ouais, cette voix. c'est vrai qu'elle est très, très, Avec les poissons aussi, il y a elle est tout très un forte, c'est vrai, c'est vrai. Ah, moi, je sais que c'est à partir de ce moment-là où le film m'a emporté, hein. J'avais quelques Ah, réserves les j'entends. 20 premières minutes, et là, je me suis dit: «Mais bon, je suis parti». Mais,
la contemplation. C'est-à-dire que, enfin, je reviens, ça m'obsède Bien sûr. cette idée-là parce que à la fois, je crois comprendre pourquoi tu dis que c'est un film Je parle plus d'un état quand je mais parle d'un de état, ouais, d'un contemplation. état physique, tout à fait. Parce que pour le coup, le robot dans le château dans le ciel, heu, là, il y a vraiment quelque chose de mystique, qui amène à une espèce de effectivement de comme dans Matrix quoi, des moments où enfin dans le 3e Matrix quand il libère une espèce de puissance d'amour là et qu'il y a la matrice jaune qui prend tout l'univers, bon voilà, c'est ce genre de moment de ouais, où c'est c'est quasiment une imagerie New Age d'ailleurs dans Matrix, mais dans Le Garçon et le Héron, je sais pas, je trouve pas cette alchimie-là. Mais encore une fois, faudrait que j'y retourne, faudrait que je le revoie, voilà, mais c'est, c'est, cet état de méditation, moi, j'aurais voulu vraiment y atteindre parce que surtout quand j'ai appris, un peu avant le film que apparemment la deuxième partie était plus, diffuse, plus abstraite et tout, je me suis dit: «Je vais adorer ça» parce que, si on s dès qu'on sort du narratif, moi, de toute façon, je suis conquis là. Tout à l'heure, j'ai découvert le Sayat Nova de Parajanov, la couleur de la grenade. Voilà, je veux dire, c'est ce genre de film de pur tableau vivant d'images. Bon, Miyazaki, là, je ferai le parallèle avec Avatar 2 en fait. C'est c'est ce qui m'avait aussi gêné dans le premier visionnage d'Avatar 2, c'était ce truc où je me disais: «Mais Cameron, en fait, il arrive à toucher à des instants de poésie tellement dingues, en plus, en corrélation avec sa technologie et tout», enfin voilà. Je me suis dit: «Mais pourquoi tu continues de raconter une histoire, en fait? Arrête, fais un film totalement abstrait». Et Miyazaki, pareil, il touche à ça à certains moments, mais putain, il devrait durer 1 heure de plus, le film. Enfin, je sais pas, je lâche les chevaux Oui, comme ça aussi, mais oui, Ouais, je suis oui. vous d'accord. voyez ce que je veux dire? Ah oui. C'est le seul défaut du film, en gros, c'est qu'il aurait pu être encore plus, pas plus explicatif du tout, non, mais on aurait Non, profité non. encore plus de ces univers et on serait posé. C'est vrai qu'à un moment, dans le deuxième tiers du film, on va dire, enfin, plus que du deuxième tiers, hein, on a du mal à se poser, mais je pense que tout ça, c'est vraiment en parallèle avec le personnage principal, parce que Mahito, direct, il est plongé dans le deuil, mais alors, la scène d'intro, c'est radical, hein. Prend pas son temps, on est plongé dans les flammes qui se liquéfient et tout. C'est peut-être ça, Paul, qui t'a empêché aussi ensuite de rentrer. C'est une façon, je crois que c'est la première fois qu'il entre ainsi dans un film, Miyazaki, quand même. Oh, dans Le vent se lève, il y avait quand même la même scène avec l'accident de train, hein. Oui, mais c'était pas vraiment dès la première minute. Oh, Ouais, ouais, enfin, c'est au bout de 5 minutes, quoi, ouais. c'est Et alors sensiblement la même chose. là, on est dans le traumatisme du personnage principal, et après, oui, c'est le silence, il n'arrive pas à s'exprimer, d'où le fait d'être amené dans ce monde aussi pour qu'il puisse revivre, en fait, hein, parce que là, il était en train de, grosso modo, il était comme mort-vivant, hein, c'est presque un zombie, Mahito, hein. Pas pour rien qu'à un moment, il se cogne sur la tête pour se faire mal, pour peut-être vérifier s'il est toujours en vie, en fait, à ce Non, moment-là. non, mais ça, encore une fois, c'est une des meilleures idées du film, ça. C'est Mais même l'idée du physiquement, d'ailleurs, le personnage, il est, enfin, je le trouve assez, Et ça, ouais. assez normal comparé à ce qu'on a pu voir chez les Mmh. personnages il est pas de pittoresque, hein. Miyazaki. Ouais. C'est vraiment l'adolescent de base, on Bah, s'imagine. il est dans une conformité déjà, bah, dans son deuil, il arrive pas vraiment à réagir. Et puis même par rapport à la société où on voit, bah, le père, quand il y a ces soldats qui reviennent là et tout, c'est le japonais parfait, qui veut être, enfin, on le sent quand même. Il y a un truc très étrange. Miyazaki, il insiste là-dessus à 2 reprises, je crois, par rapport à des soldats et tout qui passent, enfin, ou par rapport à la guerre. On le voit lui, et alors c'est limite, voilà, il va se prosterner, tout ça. Il y a quelque chose, quoi. Il ne vit plus, le gamin, il vit plus. Il essaye de devenir son père par défaut parce que sa mère n'est plus là. Et d'ailleurs, c'est peut-être intéressant aussi de parler, Nico tout à l'heure, par rapport à Goro et tout. Le rapport entre le père et le fils dans le film, là, il est très intéressant, je trouve. Ouais, il y a autre chose aussi où je reviens, mais ça, encore une fois, c'est très personnel, mais tu vois, par rapport aux scènes que tu décris sur le début et sur le trauma atomique, le retour à une imagerie militaire, le jeune homme qui doit faire un deuil, qui a besoin d'un monde imaginaire pour transformer ses affects, etc. En fait, c'est un très mauvais procès que je vais faire là, et encore une fois, je fais exprès d'être intellectuellement malhonnête, mais je l'ai déjà vu en fait chez Miyazaki. C'est-à-dire, c'est une gêne que j'ai eue sur le dernier Scorsese aussi, c'est que ça dit rien de la qualité des films, mais en fait, il me l'a déjà fait Miyazaki, ça.
Et c'est c'est vrai que peut-être c'est une passade, c'est une phase dans ma cinéphilie par rapport aux auteurs installés, avec lesquels j'ai beaucoup évolué, mais heu, pour le coup, Wes Anderson, il a jamais fait Asteroid City. Heu, En fait, il a jamais atteint ce niveau-là, de célérité. Heu, Cette année, je suis très étonné d'avoir préféré même le Christopher Nolan au au Scorsese ou au Miyazaki, tu vois? Parce que le Nolan, je l'ai jamais vu faire un film aussi organiquement intéressant que qu'Oppenheimer. Là, Miyazaki, en fait, je me dis, au début, je laisse le film dérouler, évidemment. Je ne vais pas le juger directement, même si, tu sais, il y a des films comme ça où tu as l'intuition quand même que tu vas rentrer ou que tu vas pas rentrer. Mais moi, je sens bien dès les premières minutes que, bon, va falloir que je décroche à un moment. Enfin, que je décroche au sens que au contraire, pas que je décroche, mais que je lâche complètement prise sur la collection de motifs en fait qu'il installe. Et en fait, le film invite pas. Dans mon cas, en tout cas, hein, m'a pas vraiment invité à ça. Tu vois, hier, et là je le dis en prime time, je sais que c'est surtout Nicolas que ça va toucher. J'ai enfin découvert le Cure de Kurosawa que je n'avais jamais vu. J'avais jamais vu un Kiyoshi Kurosawa, et puis là, ça y est, c'est bon, j'ai sauté le pas. Et ben typiquement Cure, pareil, le début du film, je me dis waouh, 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 ça va être compliqué parce que ça prend son temps, c'est boiteux, mais je fais confiance, je fais confiance. Et en fait, le film avance et accélère dans le fantastique et dans pareil la mise en place de moments de suspension, pareil, ça peut être à la fois de référence, mais aussi tout simplement d'une imagerie purement évocatrice. Et alors, vraiment, les 20 dernières minutes m'emportent, mais à un niveau où je dis, ouais, d'accord, t'as gagné, t'as gagné. Et j'ai pas cette impression sur Le Garçon et le Héron. J'aimerais être assommé par le film, assommé par ses idées, en fait, tu vois, être enivré complètement. Et en fait, il y a presque, je trouve, c'est marrant parce qu'on on parlait de lâcher les chevaux tout à l'heure. En théorie, je suis d'accord, sur la structure globale du film, le fait de lâcher les chevaux, je suis d'accord. Dans la réalité matérielle du film, je trouve Miyazaki un peu empêché, un peu précieux, un peu, parcimonieux, et en même temps, tellement boulimique que, encore une fois, je sais pas, il y a une chimie dans la temporalité du film qui m'empêche d'être complètement, j'ai envie de dire, anéanti par l'univers, quoi. Et là, on fait que partager des avis, hein. C'est pas très structuré ce que je dis, et je sais que ça n'a rien de ça n'a rien d'une facture critique profonde, mais voilà, je lance des pistes, hein. Je sais pas sur quoi vous voudriez rebondir. Bah, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est Scorsese, Miyazaki, donc qui ont peut-être, je sais pas, maximum, on l'espère pour eux, 10 ans de carrière devant eux encore, et de l'autre côté, Wes Anderson ou Christopher Oh, il y en a Nolan qui ont peut-être 40 ans de carrière devant eux. Est-ce 40, que je c'est sais pas, mais un peu plus. alors, enfin, voilà, on sait pas, enfin, jusqu'à ce qu'ils puissent faire des films, voilà, comme Clint Eastwood, et cetera, hein. Ou Manuel de Oliveira, mais lui, il est allé vraiment au bout. Ah oui, mais oui. Mais tu vois, l'idée est là, c'est que, est-ce que tu penses que, en gros, est-ce que Miyazaki aurait tout dit, en fait? Non, ah non, bah, Ah, j'espère pas, bah, voilà. non. Et avec Le Garçon et les Héron, tu penses que ce qu'il a dit là, il avait tout dit avant? Même Bah, sur la succession même sur la succession? sur le trauma Ouais, de la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas, je trouve que Le Vent se lève, se pose oui. déjà, largement là, mais après, non, bah, je veux dire, Miyazaki est quand même plus intelligent que moi, enfin au moins artistiquement, donc je me permettrai pas de dire qu'il aurait tout dit, hein. C'est pas vraiment ce que le film me donne comme sentiment. Je trouve vraiment que le film réactive quelque chose, que, revenir sur des motifs, revenir sur Ozu, sur Grimaud, jusqu'à ce dernier plan, encore une fois, qui me semble être un plan d'ouverture et de transition vers un film prochain, extraordinaire. Moi, c'est dans le film lui-même que je sais pas, je sais pas. Après, il y a une autre chose aussi, alors ça, j'aimerais vraiment avoir votre retour aussi, là, c'est presque une question cinéphilique, mais hem est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans le marasme, de
de l'état du cinéma actuel, le fait de s'accrocher comme ça à des figures, que ce soit Miyazaki, Scorsese ou autres, heu, ça ça fausse pas d'avance le rapport qu'on peut avoir avec le film. C'est-à-dire qu'on veut évidemment aimer le dernier Miyazaki et qu'en fait, même si c'est un de ses plus faibles, eh ben, on va dire que c'est le meilleur film de l'année parce que, je fais exprès de mettre les pieds dans le plat parce que, c'est je sais très bien que tous les 3 vous avez une vision un peu plus haute que ça. Mais, mais est-ce qu'il y a pas une prédisposition affective et psychologique, qui nous amène à, je sais pas, peut-être, tout excuser, j'en sais c'est provocateur, hein, comme question, hein. Oui, mais ça me paraît évident. Il y a de ces figures sacrées auxquelles on n'a pas le droit de ne serait-ce qu'égratigner la surface. Dire ça, c'est et sans méchanceté, aucune, hein, mais c'est un fait, mais on peut pas en dire grand-chose, en fait. J'arrive un peu avec mes gros pieds quand je dis ça, en tant que Mmh. cinéphile. Mais Non, en mais tant que cinéphile, je suis très ouvert aux cinéastes contemporains, aux nouveautés, mais le grand public, oui, il faut pas trop s'attaquer à Scorsese, il faut pas trop s'attaquer à Miyazaki, il faut pas trop s'attaquer à Spielberg. Et je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut dire de ces choses-là. non, mais au sens où, tu vois, moi, je crois que le problème, c'est justement qu'on en parle assez mal. Prends sur ces 3 exemples-là en particulier, au sens où que ce soit dans la dithyrambe ou que ce soit dans la critique expéditive, hem, Miyazaki en particulier, c'est un cinéaste que j'ai assez peu vu, analyser au sens critique vraiment, de façon exhaustive et de façon aussi, je sais pas, aussi établie que d'autres auteurs. Je trouve que Miyazaki, c'est presque de facto génial et je suis tout à fait, enclin à à accepter cette assertion puisque je pense qu'il n'a jamais fondamentalement raté un film. Y compris là, le garçon et le héron, hein, c'est pas c'est très je serais bien en peine de vous expliquer pourquoi c'est un film raté, c'est clairement pas le cas. Mais avec Heu, Le vent se lève, tu pas eu cette impression qu'il ah avait non, laissé justement beaucoup j'ai bien aimé le film, c'est pas le sujet, mais que beaucoup de gens ont été mis sur le côté avec ce film? possiblement, oui, Il c'est avait vrai, non, divisé, non, hein, c'est vrai. déjà. Ouais. Oui, enfin après les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est, Miyazaki, je pense enfin après c'est pareil, c'est une vision personnelle, mais je suis d'accord avec Nico, pour moi, il a jamais raté un film. Heu, Simplement voilà, je pense que, après, je me suis peut-être pas assez documenté, mais je j'ai pas en tête, tu vois, un critique ou un ensemble de critiques qui serait allé, qui aurait percé l'essence de la magie du truc. Spielberg, oui, parce qu'en fait, il a eu tellement de périodes différentes que, il a été rattrapé par la critique, puis rééjecté, puis réintroduit et cetera. Miyazaki, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu, heu, mais je crois que ça c'est une espèce aussi de comment, pas de méfiance, mais de dédain, que Oui, qu'on critique peut avoir pour l'animation. Ah, Heu, ouais. ouais, ouais. Mais parce qu'il a été considéré peut-être et à mon avis à tort, hein, Miyazaki comme un réalisateur pour les enfants, pour la jeunesse, alors que ses films d'animation et du coup, certains critiques établis depuis longtemps ne se sont peut-être pas intéressés à son cinéma en profondeur et que, on va dire, les critiques actuels récents peut-être ont grandi avec Miyazaki et donc ont une version un peu biaisée. Mais ça va changer ça. Ça va changer, je ah pense, bah, parce que ouais, je pense. justement, là, on a des Quadras et tout qui ont grandi avec Miyazaki, qui vont, je pense que, et c'est avec des films comme Le Garçon et le Héron justement qu'on va creuser l'analyse, à mon avis. C'est exactement ce genre de film-là. Bah oui, En plus, comme exactement. Miyazaki fait presque un retour sur ses œuvres indirectement avec ce film et qui questionne son côté créateur, hein, les dangers de sa création hein, aussi, parce que finalement, et se met presque à l'égal de Dieu, mais de façon indirecte avec ce personnage à la fin là qui crée ce monde. Tu parlais des perruches tout à l'heure, Nico, les perruches qui ont été créées là, et ben qui font le mal, comme ben, Dieu aurait créé les hommes et ils font le mal sur Terre. Bon, ça paraît, il y a des trucs à voir là. Lui, il crée ses univers, il peut voir ses univers lui échapper aussi, d'où cette idée avec les perruches et tout. Je pense qu'avec ce film-là, il y a les armes pour revenir même à travers le prisme de Garçon et les héros sur ses œuvres d'avant et y voir des choses peut-être qu'on n'avait peut-être pas ressenties à l'époque. C'est possible. Hein. Il faudrait voir rétrospectivement s'il nous avait pas laissé entre guillemets des pistes inconscientes, parce que Miyazaki lui-même le dit.
il va pas calculer, il va pas essayer de chercher des explications personnelles à ses univers. Il crée. Typiquement, je vais laisser la parole à Nico derrière, mais c'est pour ça que le parallèle avec l'architecte ou enfin, forcément, je pense à l'architecte de Matrix, mais Bah oui, oui, oui. en fait, là où il y a une honnêteté, c'est que il le présente justement comme essoufflé. Au contraire, moi, je pense qu'il ne, c'est pas du tout un cinéaste cerveau. Miyazaki, il cherche pas à surpenser ses films. Il se laisse aller à une espèce d'inspiration, bien sûr. Donc, non, non, ça clairement, on peut pas le prendre à défaut sur cet aspect-là. Si parallèle il y a avec l'architecte, c'est justement celui de peut-être de sages qui passent le relais. Hein. C'est pas pas Ridley Scott, quoi. Je veux dire, désolé de revenir toujours à Scott, mais Nico, tu voulais dire quelque chose? Bah, moi je vais revenir sur, oui, ce qui a été dit, c'est vrai qu'après c'est compliqué, hein, mais je pense que c'est tous les cinéastes déjà bien installés, des gens peut-être ont du mal à avoir un recul dessus. Après, concernant les 2 œuvres qu'on a citées, donc, le dernier Scorsese et ce film-là, moi déjà de toute façon le Scorsese je partais très mal puisque je n'aime pas trop Scorsese, c'est pas un cinéaste que j'aime beaucoup. Donc, ce qui a été marrant c'est que du coup je considère que c'est un de ses meilleurs films. Mais, c'est un que tu aimé aussi. ouais, ouais. Par contre, Miyazaki, il faut que je le confesse, alors c'était pas le fait que ça soit un film de Miyazaki en tant que tel qui m'a plutôt déjà enfin, j'étais parti gagnant avec le film. C'est les rares images que j'avais vues, en fait. C'était les simples images qui existaient qui me donnaient déjà, qui me disaient déjà si ça existe dans le film, c'est que le film a gagné. Et Mmh. c'est vrai que là, j'ai pas été déçu parce que en plus, j'étais déjà vraiment assez bouleversé même par rien que le plan où on voit les petites bandelettes de papier qui sont sur son visage. Je trouve ça très. Magnifique. C'est Ah bah en fait, voilà une séquence puissante. Voilà une séquence puissante. Ah, voilà. aussi, oui, oui. Non, et le film en est parsemé quand même. Enfin, d'ailleurs, il n'y a que ça, moi, je trouve. Enfin, c'est quelque chose qui fait que le film me cueille. Après, je sais pas si le film fait des choses qui ont déjà été faites chez Miyazaki. Bon, après, moi, je trouve que c'est toujours compliqué de dire ça a déjà été fait pour un film, surtout quand on parle d'un film fait par un auteur, puisque forcément, une filmographie a une cohérence et forcément, on peut Oui, ce voir. sont des scènes qui se font écho. Voilà, mais même des thématiques qui sont écho et même des traitements, mais je suis pas. Bah, d'ailleurs, pour revenir à Wes Anderson, je suis pas trop persuadé qu'il n'ait jamais fait un film comme Ça, c'est comme que mon ressenti. Hein. Asteroid City. Ouais, non, mais je vais m'expliquer par rapport à ça, par rapport à Asteroid City. C'est qu'en fait, il a pas, c'est qu'il a changé, ça c'est sûr. Il a changé. Il y a une forme de maturité, en tout cas entre guillemets, dans son cinéma qui fait que il a abandonné un peu son côté chic, artificiel, qui peut être énervant, comme d'ailleurs Nolan aussi, quoique Nolan, je pense qu'il avait déjà un peu commencé avant, mais après, c'est des cinéastes qui se cherchent encore. Mais tout de même, je trouve que Le Garçon et le Héron, même si effectivement il repose sur des structures et sur des éléments déjà communs à ses autres films, il y a quand même une espèce de sensation de nouveauté, ou en tout cas de stupeur, face à sa manière de retravailler de retravailler ses émotions et surtout son univers. Parce que c'est peut-être la première fois chez Miyazaki qu'on a un film aussi âpre, aussi, peu facile. C'est pas un film facile en fait. Je trouve que des films comme Mononoke ou Le Voyage de Chihiro, c'est facile d'y entrer parce que en fait, c'est des films qui reposent sur ça, sur cette espèce de découverte. Je trouve que toute la première partie du Garçon et le Héron, elle est pas simple parce que c'est un film. Il y aurait Le vent se lève, mais Le Garçon et le Héron, c'est un autre niveau, quoi. Ah oui, Le Vent se lève. Oui, oui, t'as raison. C'est vrai que Oui. Le Vent se lève a été un peu rejeté à cause de ça. Heu, enfin, Roger, oui, remarque qu'il avait quand même Le Garçon et le Division. Héron actuellement est en train de, ouais, diviser, mais bon, tous les films divisent, hein, mais bon, Oui. il y a pas de film qui véritablement fait l'unanimité, ça existe pas. Sinon, il y aura un problème d'ailleurs. Mais en fait, Chihiro, je connais pas beaucoup de détracteurs de Chihiro et je les trouve Bon, assez sur les réseaux, tu dois en trouver un petit peu par là. non, mais après, c'est compliqué de dire ça avec des spectateurs du monde entier. Il y a forcément des personnes qui. bien sûr. Mais oui, Chihiro. Bah après, Chihiro, c'est vrai que c'est un film qui est formidable. Hein, moi, je trouve, j'aime beaucoup, mais c'est un film qui nous cueille facilement. Moi, je trouve vraiment que, en fait, je trouve que
si je veux faire une comparaison, je trouve que Le Garçon Héron est un peu une forme de, c'est comme le gingembre, c'est-à-dire que le gingembre, tu le prends, Ah, ça pique au début et après c'est vrai. tu l'apprécies avec, Mais toi, il y a un goût utile tu qui préfères ressort. Hachiro, toi? Tu le préfères Hachiro, celui-là? Je sais pas, en fait, c'est pas po je suis Ah oui, c'est vrai, tu Faut oui. le laisser j'arrive pas. infuser peut-être aussi. Ouais, faut laisser et puis c'est compliqué là de dire mais par contre, j'aime beaucoup Chihiro, j'arrive pas à créer une conflictualité entre les films de Miyazaki, c'est très complexe, je sais que j'en ai un que je préfère, c'est Nausicaa, mais même le même le Cagliostro, j'arrive pas à l'opposer aux autres parce que j'ai revu récemment en salle. Je trouve ça trop bien, je sais pas, Oh, c'est compliqué. Miyazaki, c'est un peu plus faible quand même, Cagliostro. C'est ah, je génial, hein, trouve mais pas. c'est Je trouve C'est pas, plus je sais pas, fantasque, il y a mais quelque c'est chose de je sais pas, il y a quelque chose de non, mais après c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, même les faiblesses dans ces films sont plutôt des forces, en fait. C'est ça qui est assez beau. C'est un film comme Le Garçon et l'Héron, aussi boiteux puisse-t-il être, c'est rempli de moments de grâce absolue, quoi, et mais vraiment de moments de pure contemplation. Et il y a aussi une forme de mélancolie. J'ai peut-être mélangé effectivement les deux, mais en fait, il y a mais une mélancolie qui c'est se moi qui te mêle à fais la chier, tristesse. hein, sur le c'est moi qui Non, te fais t'inquiète, le vocabulaire. mais t'as raison de rappeler. Mais, disons que la mélancolie, elle arrive vraiment à ce moment où il arrive dans le monde, quoi. Il y a cette espèce de connexion à ce monde, quand même. C'est pas banal, ces espèces d'itérations différentes de l'île des morts. Parce que l'île des morts, c'est vraiment le tableau mélancolique par excellence, hein, qui crée une forme d'impression de dégradation face à un truc qui nous échappe totalement, qui nous met Ouais, dans un sentiment. c'est très baudelairien, oui. Oui, bah oui, oui, voilà, exactement. Et je trouve qu'il arrive à refaire ça avec cette scène. Et puis il y a les notes on n'a pas parlé de la musique, mais les notes Ah, au de Joe piano Hisaishi. d'Hisaishi sont juste merveilleuses en fait. Il y a quelque chose de, non mais il y a quelque chose vraiment de très particulier, très funèbre aussi dans cette séquence. Mais particulièrement en retrait, la musique, je trouve, hein, pour un film de Miyazaki. Elle est en retrait, mais elle est omniprésente. C'est ça qui est très particulier, c'est elle participe totalement à l'émotion. Il y a des je trouve ça très fort aussi parce que d'habitude, effectivement, il y a souvent des envolées lyriques dans les films de Miyazaki avec la musique d'Hisaishi, il y a pas et Bah, là, il a fait quelque chose là, pas de trop, ouais. là, pas trop, oui, c'est pas lyrique, c'est plus bah, tu des Très petits minimaliste par moment, hein, ouais. juste une note de oui, piano. Mais comme le Scorsese, hein, la musique du Scorsese, pareil, hein, c'est une nappe de fond. c'est vrai. Et c'est raccord avec les ambiances des films, hein, parce que la musique du Scorsese, c'est parfait pour ce que ça colle parfaitement. Mais Isaichi, justement, je pense qu'il a composé en voyant les images. Enfin là, ça paraît être évident. Je suis persuadé qu'il y a eu ce travail-là. Parce que Non, mais j'en reviens de toute façon à ce qui fait pour moi qu'un film, fonctionne dans tous les cas, c'est que en fait, ce qu'il propose, en termes d'émotion et en termes de regard sur le monde est indissociable de ce qu'il crée, en fait, de la mise en scène, de tout ce qui est à l'écran. Et c'est ça qui, voilà, un tout, exactement. Ouais. Et pour autant, c'est un film hétérogène, un peu disparate, par moments, mais qui arrive à, je sais pas, c'est un beau bordel organisé, désorganisé, ou je sais pas. Mais c'est ça qui est très beau, c'est un film parce qu'il y a vraiment ce truc, quand même, on a l'impression de voir un mélange de plusieurs genres littéraires, même à certains moments avec l'appel à l'aventure. Presque à un moment, on serait proche de l'île au trésor avec le passage, avec la pirate. Tout à fait. Enfin, c'est ça qui est très fort. Enfin, c'est ça que je trouve, magnifique, parce que quand même, quand on voit ces autres films, il y a quelque chose de plus ordonné, hein, qui n'est pas un défaut, au contraire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, il accepte la faiblesse. Je préfère les films faibles. Bah, tu vois, je rebondis sur ça parce que c'est une idée que tu avais déjà un peu énoncée tout à l'heure. Et peut-être que c'est un point de départ qui me permettra de basculer, de rentrer d'une autre manière dans le film. Mais en 2015, on a eu un traumatisme tous ensemble qui s'appelle Mad Max Fury Road, dans lequel il y a une scène en particulier où tu as les grands monstres sur des échasses. Bon, très intéressant que Mad Max, qui est justement un film hyper maîtrisé, hyper technique, hyper travaillé, qui est sur une ligne, eh bien, il y ait cette scène
de respiration et d'échappatoire, comme chez Tolkien. Enfin, je veux dire, c'est ces moments où tu vas avoir une évocation qui va ouvrir un monde en 3 plans, quoi, ou en 2 plans 50. Et à ce moment-là, j'avais pensé à Miyazaki, enfin, au moment de découvrir le film, parce que je m'étais dit: «Voilà la force de Miyazaki, de justement ouvrir sur des univers, et sur des imaginaires en 4 secondes 50, quoi». Et Le Garçon et le Héron est peut-être effectivement, c'est là où je me contredis moi-même, mais c'est aussi ça que le dialogue permet, et peut-être le film où justement il est dans cette espèce de zone verte, qui en même temps n'existe déjà plus, où il y a des flashs d'évocation. Et donc voilà, pourquoi moi dans Mad Max ça fonctionne directement? Bah, justement parce qu'il y a des règles, pourtant vous savez à quel point je suis pas spécialement attaché, au système dogmatique, hiérarchique, installé, etc. Mais dans l'univers, et dans la cohérence d'un film, je dois bien reconnaître que l'établissement des règles pour pouvoir les transgresser, c'est esthétiquement un geste qui m'intéresse. Là clairement, Miyazaki sans dépareil, ça peut être une piste. Ça peut Et être une piste d'échappatoire. parce qu'on rentre d'emblée dans un monde déréglé, que ce soit par la guerre ou le deuil de la mère, hein. D'où l'organicité dont tu parles, Nico. Que la forme épouse totalement effectivement Ouais. le regard que Miyazaki porte sur le monde. Et du Ouais, je coup, pense à la que fin, voilà, il passe le film à essayer de rééquilibrer le déséquilibre, toute la difficulté de rééquilibrer ce déséquilibre jusqu'à Et puis ça foire. avec ses pierres. Et puis le dernier plan, finalement, on le trouve l'équilibre, hein, sur le dernier plan. Oui, mais ça foire en fait. Ah Le d'accord, monde ouais. s'effondre, le monde se coupe en 2. Et pour Oui, mais autant, peut-être qu'il faut tout détruire pour tout reconstruire. Enfin, mais c'est ce qu'il y a de plus beau dans le film. C'est pour ça que c'est j'adore la l'histoire du fin. Japon, hein, aussi après, hein. Bah oui, mais c'est pour ça que la c'est fin très est si réussie. Miyazakien. C'est Mmh. très Miyazakien. Il le disait lui-même, hein, il disait qu'au contraire, que l'on change le monde, il faut qu'il s'autodétruise à un moment et qu'on reparte sur des nouvelles bases. Il y a toujours ça, il y a toujours des tempêtes chez Miyazaki. D'ailleurs, il y a une tempête à un moment dans le film aussi. Il y a toujours ça, il y a toujours un dérèglement. Mais là, c'est différent, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que c'est aussi lié à l'espace mental du personnage principal, qui a besoin de repères. En fait, non, il en faut plus. Et ça revient et là où le film m'a le plus touché, en fait, personnellement, c'est à la manière qu'il a de traiter le deuil. Parce que le gamin, depuis le début, cherche à comprendre le deuil au point où il a des hallucinations. Il y a ce moment que je trouve incroyable où il est à 2 doigts d'être submergé, avec ce moment angoissant, on voit les crapauds, tout ça. Et ensuite, il se réveille et il y a l'eau qui se défait progressivement de son lit. Et on voit des parcelles Ah d'eau qui remplissent sa oui, pièce. oui, Je trouve ça encore une idée incroyable. géniale. C'est vrai. Ouais, ouais, je trouve ça. C'est tellement, en fait, c'est tellement subtil et c'est tellement juste dans la manière qu'il y a de, 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 de traiter les hallucinations, ou en tout cas ce qui nous envahit quand on perd quelqu'un. Et je trouve que le film finalement fait le choix de ne pas comprendre. Ça revient peut-être à la fameuse maxime du portail. Faut pas chercher à comprendre. Il faut juste vivre avec ça, et c'est ça que je trouve très beau dans le film, c'est on est dans l'acceptation, quoi, vraiment, depuis le début. Et même le fait d'accepter d'avoir une nouvelle mère aussi, hein, parce que c'est ça, il part quand même à la recherche on est dans Orphée, quoi, hein, mais il part à sa recherche et en même temps on sent qu'il y a une forme de défiance, mais d'ailleurs, ça c'est beau quand même. J'aime beaucoup les films où on a des personnages dont on ne peut pas réussir à comprendre les actes. Il y a des actes incompréhensibles dans le film, et ça Bah, c'est moi, je quand même comprends signe pas de. pourquoi il va la sauver, avec autant d'ardeur. Mais en même temps, c'est beau. C'est Non, ça. oui, il se bat quand même, hein, contre cette idée, enfin, il se bat contre le héros, hein, à un moment, ouais. Oui, mais il y a une espèce d'honneur, en fait, qui dépasse Parce un qu'il voit sa peu. mère, enfin, il personnifie cette dame, bah, c'est la sœur de sa mère. D'ailleurs, là aussi, il y a un déséquilibre dans les règles de la société japonaise. Quand même, le père, hein, il va épouser et avoir un enfant avec la sœur de sa femme qui est morte. C'est pas anodin comme idée aussi, c'est Oui, particulier. il a du mal à l'accepter. Il y a
Il y a d'ailleurs pareil, hein, cette idée merveilleuse où on voit sa nouvelle mère rentrer avec son père. L'apparition de son père, on le voit pas de manière frontale, mais on l'entend en train d'embrasser Ah oui, là où il se sa tante. cache. Ouais. Et il se cache, et on voit pas. Et ça, c'est vraiment formidable. C'est en Ça, c'est un plan, ça suffit, et hop, on a parce que compris. c'est très réel, parce que c'est très réel à ce moment-là. On a tous vécu un moment comme ça, peut-être pas de cette configuration-là, mais un moment où enfant, tu savais pas où te mettre. Ah bah Et à ça, côté, et à côté, t'as les vieilles domestiques qui sont un peu des Onibaba dans tous les sens. Il y a presque une facétie chez Miyazaki à ce niveau-là. tout à fait, tout à fait. Je Ouais, rebondis puis, juste sur la mer, oui. sur l'idée que moi, là aussi où il y a encore une fois une idée géniale. C'est pour ça que dans mon tweet un peu expéditif, je disais que ce qui m'ennuie dans le film, c'est que le tout ne soit pas supérieur, à mon sens, à la somme des parties. Parce que, alors, pour le coup, quand on prend à part chaque idée du film, il y a quand même une idée toutes les, toutes les 3 minutes. Mais une idée narrative géniale, c'est que Imi, la jeune fille de feu qui va l'aider dans son parcours, est évidemment, alors là, zone spoiler, j'en sais rien, on s'en fout, est évidemment sa mère. Mais c'est expédié, en fait. Et c'est ça, je trouve ça génial qu'en fait, en une réplique, elle dise, bah oui, mais en fait, je vais devenir ta mère, donc je prends pas la même porte que toi. Et du coup, ils reviennent dans le truc. Et c'est là où l'expédition de la fin me dérange pas du tout, parce que ça, c'est une critique un peu concon de dire ça de Miyazaki, parce qu'il a toujours expédié toutes ses fins. Mais où là, pour le coup, je me fais complètement emporter en me disant, ah bah oui, mais bien sûr. Et symboliquement, c'est génial que ce soit ce personnage-là. T'as à peine le temps de le comprendre, justement. Et on y revient cérébralement, parce que il arrive à te dissimuler ce trope narratif-là, et tu te fais emporter par le virage émotionnel final. Donc c'est ce genre de choses là aussi où ouais, toute sa force s'exprime, quoi. C'est étonnant parce que pour beaucoup de personnes, moi compris, on sait très vite que c'est sa mère, en fait. Ah Ça... ouais, moi je l'ai pas vu du tout, j'ai pas vu Et du tout. d'ailleurs, Maito semble le sentir, mais il s'en étonne pas. C'est ça qui est étrange aussi, c'est que il s'étonne de rien, en fait. D'ailleurs, quand il arrive dans ce monde, il reste, voilà, il est là, oui, Oui, mais ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un personnage déjà mort avant l'heure. ouais. C'est assez particulier. Et c'est ça, le spectateur, du coup, c'est un petit peu la réaction du spectateur. Ah tiens, c'est Miyazaki. Ça, après cette première partie, là, on passe d'un truc à l'autre. C'est marrant. Je pense que il y a des choses à creuser en le revoyant, hein, ce film, ça c'est sûr. Puis c'est quand même un personnage qui a des pulsions de mort, En où plus, à plusieurs moments il essaye de tuer le héron, et ça c'est très rare de voir des personnages aussi violents chez. Alors si, il y a quand même, mais c'est toujours lié au drame personnel du personnage. Là, il y a une forme de presque de gratuité à s'en prendre à ce héron qui l'embête, ou qui l'embête pas. Et pareil, on en revient au fait qu'on ne peut pas prédire ses gestes, et je trouve ça assez fort, quoi. Il y a quelque chose de. Il me fait un peu penser sur certains aspects au protagoniste aussi de Mononoke, parce que à certains moments, le protagoniste de Mononoke, il a, mais parce qu'aussi il est contaminé par la violence, littéralement. Mais il y a des moments où il est dans une espèce de, il fait peur. Il fait peur, ce personnage, parfois. Notamment le moment où il se prend la balle et qui traverse son corps, où il a un gros trou, et il continue à avancer, c'est profondément terrifiant. Il y a Et pareil, Maito, quand même un personnage qui ne fait pas forcément peur, mais en tout cas dont les agissements, comme il est incontrôlable, font peur. En tout cas, on a peur de la réaction qu'il peut avoir plus tard. Notamment, bah, la fameuse scène de la pierre, hein. Enfin, bah, franchement, je trouve qu'elle est, en même temps, qui suit à une autre scène de violence où il se fait tabasser par les autres gamins, et comme s'il avait un besoin en fait d'expurger tout ça en se frappant lui-même, ou comme s'il y a quelque chose qui ne voulait pas sortir. Il y a ce truc, de toute façon, tout est lié à la mort dans le film, et en même temps, la mort n'est jamais une forme de fatalité. C'est ça qui est étonnant, que je trouve assez beau. Justement, l'arrivée de la pierre sur Terre, qui est la seule partie très explicative du film, mais qui est quand même très belle, où la pierre arrive et provoque une explosion qui ressemble à la bombe nucléaire, et crée la tour. Et donc créer quand même tout ce qui permet au personnage principal d'apprendre à vivre.
Une Et tour qui c'est viendrait d'ailleurs, hein. Une tour cosmique. En plus, ça aussi, c'est ce truc. c'est assez fort, quoi, quand même. Mais c'est comme, en fait, c'est comme, je pense que ça revient à l'idée la plus belle d'un des films de Miyazaki, c'est le château dans le ciel, qui est à la fois une arme et à la fois un facteur d'espoir, quoi. Qui est un arbre et en dessous il y a une arme dont il se débarrasse à la fin et peut enfin s'envoler pour aller vers la paix. Et c'est ça, c'est un film qui va vers l'apaisement quand même. C'est délirant. Ouais. Et puis d'ailleurs, Maito, c'est presque aussi le sans-visage dans Chihiro, hein, son fait qu'il soit contaminé et qu'il traverse un petit peu. Enfin, c'est un mélange de beaucoup de personnages miyazakiens, hein, Maito. Mais c'est Miyazaki lui-même d'une certaine façon. Oui. Alors, il y a des circulations, oui. Ah oui. Mais il y a juste un point sur lequel je reviens, que tu évoquais, Nico, à l'instant. J'aimerais bien comprendre. Là, alors vraiment, je suis honnêtement incapable d'établir quoi que ce soit là-dessus, mais le lien qui est fait, que ce soit dans le Bayona, dans Fabelmans ou dans celui-là, entre le fait de se faire bully à l'école et le fait de régler le trauma de la disparition de la mère. Parce que bon, dans Fabelmans, elle n'est pas décédée, la mère de Spielberg, mais on sait que Spielberg fait le film alors que ses parents sont partis. Et le rapport qu'il y a entre le bully, parce que c'est pareil dans le Bayona, il se fait frapper à l'école, et puis le fait de s'échapper dans un imaginaire. Enfin, il y a quelque chose là à creuser. Moi, j'ai eu la chance de pas subir ça petit. D'autres traumas à l'école, mais pas celui-là. Donc je sais pas, mais il y a, je sais pas, il y a une espèce de violence très réelle en fait qui je sais pas, j'en sais rien. Car à part sa souffrance, etc., il n'est plus comme les autres, hein, il se fait rejeter. Alors non, moi j'ai une réponse plus claire et c'est tout simplement parce que ça permet de vivre. Par la violence. Non, Oui, mais le fait de se réfugier le fait de se réfugier, d'expurger tout ça et de mettre une idée, d'incarner l'idée qui ressort de tout ça, visuel, presque artistique, de création, c'est parce que ça permet de vivre en fait. Et puis ces personnes qui se réfugient un petit peu comme ça, qui sont un peu à part et tout, ça fait peur aux autres qui s'en prennent à eux, s'en prennent à ces personnes-là. Non, et puis voilà, parce que en plus, c'est vrai que ça permet, enfin, je pense que le fait qu'il y ait des images qui reviennent souvent en plus, c'est bien de mettre ces trois cinéastes parce que ils sont à la fois très différents, mais en même temps, ils ont, enfin, peut-être que Spielberg Bayona se rapproche un peu plus de Spielberg, mais en même temps, c'est très différent. Miyazaki. Mais Miyazaki, oui, peut-être aussi, hein, sur certains aspects, mais après, on pourrait prendre aussi d'autres cinéastes. Del Toro, bien sûr. Oui, Labyrinthe de Pan n'est pas loin. Et puis pour des cinéastes qui reviennent moins, on pourrait prendre Satyajit Gitré, on pourrait prendre aussi. Oui, c'est vrai. On pourrait prendre aussi le cinéaste iranien dont j'ai plus le nom, c'est terrible. Qui a fait Où est la maison de mon ami, par exemple. Ah, Kiarostami. Oui, Kiarostami, voilà, par exemple. Il y a aussi Kiarostami qui a la même approche aussi de l'enfance. Il faut savoir que si Maito se fait bully et tout, c'est à cause de son père. Hein. Oui, parce que en fait, le cul américanisé, tout ça là. Non, et puis il y a un problème d'origine sociale aussi, je pense. Oui, il y a le décalage ruralité-vie. Le père, il va le parader avec sa voiture et tout, et voilà, il condamne son fils à être exclu. Puis la seule réponse du père, c'est j'ai le pouvoir de le faire, donc je vais le faire, quoi. Je vais y aller, je vais m'en occuper, quoi. Et puis c'est marrant, en plus il y a quelque chose d'assez drôle dans le film, c'est la manière dont il joue et je crois pas qu'il avait fait ça avant, la difformité entre les véhicules et les êtres humains, notamment les tanks au début qui sont tout petits par rapport à la foule ou la voiture qui est trop petite par rapport aux gens qui sont dedans. Enfin si, il y a quand même ce truc de la difformité dans le château ambulant par exemple. Dans les deux châteaux en fait. Donc Cagliostro aussi. Oui, en plus c'est vrai. Que dans le château dans le ciel, le rapport entre les espèces de gros insectes là dans lesquels ils volent, et puis le train, les trucs. Mais je vois ce que tu veux dire sur le dernier. Ouais. Moi j'ai juste un truc. Julien et Nico, on vampirise pas mal la parole depuis tout à l'heure. Je sais pas si. Ah, mais il n'y a pas de problème. Je suis avant tout là pour faire de la discussion. De toute façon, on te laisse la conclusion. Là, c'est toi qui auras le dernier mot. Évidemment. Je pense qu'on n'a pas tout soulevé. Mais... On n'a pas tout soulevé. Est-ce qu'on peut faire le tour? Je ne pense pas. Mais l'image de la pierre qui se soulève toute seule, en fait. Non, je pense qu'il faudra le revoir parce que
Je pense qu'un deuxième visionnage Ah bah, s'impose, mais peut-être minimum un pas deuxième trop visionnage. rapidement. Bah si, il y a un moment que je trouve d'une grande poésie aussi dans le film qui est très particulier, c'est, quand ils descendent, en dessous du château où habitent les perruches, il y a un moment où ils se prêtent des déflagrations, à cause des pierres. Ils disent, c'est parce qu'elles veulent pas qu'on soit là ou elles sont pas contentes. Ah C'est oui. assez fort, ouais. Pareil, c'est truc, c'est assez étonnant, quoi. D'ailleurs, ces perruches qui sont là avec leur costume de boucher, c'est à la fois drôle et flippant. Ah bah, rien que le fait qu'elle essaie au début, avant qu'elle parle, qu'elle respire fortement comme ça, comme, c'est assez, c'est très particulier ces monstres, et pourtant elles ont pas une nature à être effrayantes, mais elles arrivent à être effrayantes, Et non, parce que quand ils arrivent au paradis, là, les deux servants du roi, ah, le paradis, et s'émerveillent aussi. Même si c'est des créatures qui oui. peuvent s'émerveiller. Enfin, il y a tout un truc, là. Comme le pélican qui meurt, là, c'est brillant, ça aussi. C'est- Bah, tu vois, moi, je trouve que les pélicans, à part évidemment, celui que tu viens d'évoquer, qui est personnifié, mais sont moins intéressants que les perruches. Ah Je oui, trouve que oui. les perruches vivent plus, il y a plus de ils leur donnent plus corps. Mais, Et on n'a pas parlé du design du héron, mais bon, quand ses dents on n'a apparaissent et pas parlé tout, du héron tout court, en Ah, fait. c'est Oh vrai là qu'on là, n'a pas oui, parlé dis du donc. héron. c'est le garçon et le héron, rappelons-le. Mais le héron, bon, quand il sort ses dents et tout, il y a le directeur artistique des films Rebuild of Evangelion dans le coup, hein. Et ça se sent. C'est vrai, c'est vrai. C'est parce que Et voilà, c'est les Eva qui prennent un peu vie. Enfin bon, les dents comme ça qui sortent de l'organique d'un oiseau. c'est- ah oui, Au-delà, ça au-delà de le fait qu'il parle, je pense que ça peut être une peur d'enfant, par exemple. Mais en le dehors même le juste du fait qu'il parle, il y a juste le son de Oui, sa voix que je trouve mais aussi, hein. profondément Ouais. terrifiant. La première fois qu'on l'entend parler, j'étais Alors, je sais pas ce que ça donnerait en VF et tout. Nous, on l'a vu en VO. Je crois que vous l'avez tous vu en VO aussi. oui, 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 oui. Ouais, Ouais. ouais. On sait que c'est Robert Pattinson qui le fera en version anglaise, mais de ce que j'ai vu dans le trailer, ça avait l'air plutôt de bien fonctionner aussi, en anglais. Mais tu vois, le héron, et le personnage, enfin le symbole qu'il porte, je veux dire, enfin, ce qu'il représente, je veux dire, en tant que figure, m'amène à l'idée que, c'est pas ce que j'ai fait. Je pense pas que ce soit forcément une grille de lecture, heu, intéressante, enfin si, intéressante si, mais je veux dire, automatique. Mais, est-ce qu'il y a pas, au-delà du côté un peu lapin blanc, une lecture jungienne, de 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 toutes les archétypes, en fait, que tu retrouves, à travers le roi perruche, l'architecte, les pélicans, Imi, enfin je veux dire, c'est toute une, là aussi une circulation de figures, et que le héron serait un peu la figure fondamentale de bascule. Ça paraît évident, hein, ce que je dis, et je suis pas sûr que de calquer une vision, psychanalytique sur le film, ou sur tout film d'ailleurs, soit forcément, féconde. Mais, mais ouais, je pense à ça. Je me dis peut-être que c'est une autre, je sais pas, un autre élan qui me permettra d'un peu mieux, lire le film. pourquoi un héron aussi? Alors là, on peut chercher les symbolismes, hein, mais Pourquoi un héron? Pourquoi un oiseau en général? Oui, oui. il doit y avoir une histoire par Ah, rapport au symbolisme japonais. Il doit y avoir quelque chose, forcément. oriental, parce que le langage, des oiseaux, je me souviens plus, je crois que c'est Bon, Attar parce que qui dit là, ça. par exemple, le héron, il représente le cycle de la vie. Là, je suis tombé sur un truc, hein. Donc là, on y est dedans, quoi. Oui. Est-ce que sa couleur cendrée Après, signifie voilà. encore quelque chose en plus? Bah, tu vois, ouais, je citais Attar à l'instant, là, le langage des oiseaux, c'est, je ne sais plus de quelle culture orientale ça vient, mais, vous connaissez ou pas du tout le langage des oiseaux? Ça vous dit quelque chose? Pas du C'est tout. Assez peu. OK, c'est un ensemble, en fait, de textes, enfin, c'est une forme poétique. Pour vous donner une idée, je reprends toujours celle-là, sur la capacité des mots, en fait, à créer une bifurcation, alors dans ce cadre-là, c'est mystique, mais au fond, ça peut tout à fait être pris comme strictement cérébral. Mais, le langage des oiseaux, exemplairement, ce serait, si vous voyez un oiseau blanc sur un lac, c'est un signe. Voilà. Oui. C'est la capacité des mots à transformer par la poétique, le rapport qu'on entretient, enfin avec notre
notre faune, notre imaginaire et le monde. Et typiquement, moi, alors je sais que je fais un bond un peu, un peu acrobatique, mais la maxime de Godard quand il dit pas d'images justes, juste des images. Voilà, c'est pareil, c'est le genre de renversement. Je trouve que le héron du film, il peut éventuellement se rapprocher de cette espèce de mécanique, dans la mesure où on change quand même de rapport avec lui. Alors déjà, il change corporellement, parce qu'il reprend forme humaine, puis il reprend sa forme animale, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est un personnage très ambivalent de passage aussi. D'ailleurs, le lapin blanc d'Alice n'est Oui. ni sympathique, ni strictement antagoniste. Oui. Pareil, il y a une ambivalence permanente. Beaucoup de dualité dans le film, hein, pour atteindre un équilibre dans ce déséquilibre, il en faut. Bon, je pense qu'on aura fait un sacré tour de ce film pour aujourd'hui. Pas mal déjà. Pour conclure, je dirais que c'est un film dense et un film complexe à baliser, pour ne pas dire quasi impossible. C'est un film qui invite au voyage métaphysique et symbolique. Et avant tout, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. J'espère que cette conversation, cette discussion aura permis à certains d'ouvrir des portes, pourquoi pas. C'est un exercice assez expérimental pour moi. Je suis pas forcément habitué encore à blablater comme ça. Je suis un garçon du script, on va dire. Mais je vous remercie mille fois d'être venu. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour conclure cette émission? Qu'il faut recommencer. Voilà, et c'est que le début. Et puis c'était vraiment intense. Et Ouais. c'est là-dessus c'est comme ça que les films continuent à vivre aussi. Ouais. Oui, Exactement. Et puis, Julien, Nicolas, nous on avait déjà fait 2 émissions ensemble. Là, moi, je suis toujours ravi d'avoir des nouveaux acolytes qui qui rejoignent en fait la danse, parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est quand même assez rare d'avoir des espaces de discussion comme ça où il y a pas de format autoritaire, enfin, je veux dire de strictement voilà limité dans la durée. Et c'est un excellent exercice aussi parce que tu sois garçon du script ou pas, Guillaume, en fait, l'exercice oral, je pense, n'est pas plus ou moins acrobatique ou exigeant que l'exercice écrit. En fait, c'est vraiment 2 modalités très différentes dans le champ critique. Et alors je vais pas dire qu'on a fait de la critique de cinéma aujourd'hui, peut-être hein, qu'on a touché à ça, mais je la porte toujours en très haute estime. Mais c'est toujours agréable en fait de se challenger quoi. Et puis vraiment ton élan fait du bien quoi. Parce que on peut les compter sur les doigts de 2 mains les personnes qui, comme toi, sur YouTube en France, proposent ce genre d'espace-là. Donc, non, c'est précieux, c'est très précieux. On transcende les règles comme Miyazaki sur Le Garçon et le Héron. Et oui, et oui. Il faut accepter le déséquilibre nécessaire de ce genre de conversation aussi. Et